Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Fringale, très content de vous retrouver pour un nouveau numéro. Ça y est, on arrive à la deuxième journée de repos de ce Tour de France avec sûrement des coureurs qui sont bien contents parce que le rythme continue d'être endiablé. Des attaques tous les jours et même quand les coureurs disent qu'ils sont complètement cramés, ça attaque et ça roule à 50 à l'heure. Donc voilà, on va débriefer ensemble ces dernières journées, on va relever un petit peu nos hot takes, nos points marquants de ces derniers jours et puis on va se projeter surtout sur les prochains jours du Tour de France à partir de mardi post-journée de repos. Et pour m'accompagner ce soir, alors apparemment il était vraiment pas bien, il a fait une petite dépression post-seconde place à quelques centimètres près de Mauro Schmid mardi dernier, mais je crois qu'il s'en est remis et qu'il est de retour avec nous en ce moment. C'est Nico qui est avec moi. Comment ça va, Nico, et est-ce que tu t'es remis de la non-victoire de Mauro Schmid? Bonjour Titien, bonjour à tous. Merci de nous suivre, toujours plus nombreux, hein, on pourra en parler Titien. Gros succès en ce moment de Radio Fringale, donc c'est en grande partie grâce à vous, les gens qui aimaient nous suivre, nous amateurs de cyclisme. Donc on vous remercie et on espère bientôt arriver au moment où on enregistre cette vidéo, bientôt aux 4000 abonnés sur la chaîne. N'hésitez pas, on salue également Titien, avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, effectivement parler des meilleurs coureurs du monde, dont Mauro Schmid. N'hésitez pas également à suivre tout ce qui est fait sur les réseaux sociaux, notamment avec la team rédaction, parce que parler de vélo sur les réseaux sociaux, podcast, YouTube, tout ça c'est très bien. Allez suivre également le big up, un gros travail de l'équipe rédaction qu'on salue. Et par rapport à Mauro Schmid, ben oui, c'est pas passé loin, mais on a eu un autre champion national qui s'est imposé aujourd'hui. Donc quelque part, les champions nationaux sont en forme en ce moment. Tout à fait, ouais, pas mal de choses à dire sur ces derniers jours. Alors la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était jeudi. Depuis, il y a eu plusieurs épreuves, alors que je vais vous résumer rapidement, et puis ensuite je vais tout de suite te lancer, Nico, parce qu'on a chacun plusieurs points marquants à la fois sur ces jours qui sont passés, et puis également pour se projeter sur la suite de ce tour. Donc 3 jours finalement. Alors je sais pas comment tu nous diras comment tu les as ressentis, Nico. Moi, j'ai pas trouvé que c'était les 3 jours les plus palpitants du tour. Il y a eu ce chrono. Finalement, j'étais un peu déçu. J'ai l'impression que finalement c'était un chrono très court, une vingtaine de minutes. J'avais imaginé ça un petit peu plus long. Donc voilà, qui a fait que finalement, qu'une fois qu'il y a eu une hiérarchie qui a été faite le jeudi, elle s'est confirmée le vendredi, même si on a déjà eu les signes avant-coureurs et on en reparlera finalement que Remco Evenepoel n'allait vraiment pas bien. Et puis justement, ça s'est confirmé le samedi sur la grande étape des Pyrénées avec cet abandon dont on va reparler ensemble de Remco Evenepoel, et puis cette belle victoire de Thymen Arensman, qui est un coureur qui déçoit souvent, à vrai dire. Et puis là, pour le coup, non, il nous a sorti une étape magnifique. On a également eu aussi un show de Lenny Martinez qui est allé reconquérir le maillot à pois. On pourra également en reparler, puisque je pense qu'on va faire un petit bloc de cette émission sur nos coureurs français. Et puis voilà, pas d'écart particulier au classement général. Tadej Pogačar en contrôle qui répond aux attaques de Jonas Vingegaard, Florian Lipovic qui confirme qu'il est le 3e homme de ce Tour de France, etc. Et puis enfin aujourd'hui, une étape qui était, on le savait, ce serait pour les baroudeurs, et le peloton est fatigué, le peloton semble complètement KO, mais le peloton a toujours l'énergie pour relancer. Une belle échappée qui s'est constituée avec que des gaziers. Il y avait du Kampenaerts, du Wout van Aert, du Van Der Poel, du Tim Wellens, que des coureurs hyper forts. Du coup, une Simons qu'on n'arrête pas voir depuis le début de ce Tour de France. C'était un petit peu le scénario attendu. Très peu de Français, ça on va également en reparler, parce que je pense qu'on est passé à côté d'une grosse opportunité, et je commence à un peu désespérer, et peut-être que toi aussi de ce côté-là. En tout cas, à la fin, une victoire de Tim Wellens. Dans le top 10 quand même. Oui, ça on va en reparler de ce Tour de France des Français. Mais en tout cas, à l'arrivée aujourd'hui, une victoire de Tim Wellens. Alors une victoire en costaud du Tim Wellens, qui a mis une attaque, et pendant 2 minutes qui a bourriné, et derrière il a fait exploser tout le monde. Justement, voilà, on a des échappées aujourd'hui. On voit que sur le Tour de France, pour gagner en échappée, on n'est plus il y a quelques années où des Christophe Agnolotto, des Sylvain Calzati partaient et puis allaient gagner des étapes. Là, il faut vraiment être j'ai l'impression, un très grand... Il été recherché loin. Ouais. Été recherché très loin. Là, je suis allé chercher loin. C'est les tours de mon enfance, tu sais, ou même quand des Samuel Dumoulin réglaient des Romain Feuilly au sprint en échappée. Enfin voilà, aujourd'hui, ça a un petit peu changé quand même. Tiens, c'est les tours de notre enfance. Oui, c'est les tours de notre enfance, tout à fait. Voilà, donc aujourd'hui, en tout cas... On est les vieux de Radio Fringale. Je sais pas si on est les plus... Voilà, en tout cas, on n'est pas les plus jeunes, on va dire. Mais c'est sûr. Toujours est-il que voilà, c'est encore un hyper costaud
costaud qui a gagné, Tim Wellens, et je vais peut-être te lancer là-dessus, parce que effectivement, ton premier point, c'était de parler des baroudeurs. On a vu que Ben Lilly avait gagné une magnifique étape, Tim Arensman hier en baroudeur, et Tim Wellens, que des costauds. Et également, bah, Tim Wellens, tu vas me dire ce que t'en penses, mais j'ai déjà vu pondre sur des forums, sur des réseaux sociaux, quelques remarques comme quoi, voilà, Tim Wellens, c'est vrai que t'avais très peu roulé, avait beaucoup profité dans les 60 premiers kilomètres, et c'est pas si faux que ça, du travail des autres, en disant, bah, je suis dans l'équipe de Pogacar, du coup, moi je roule pas, donc est-ce que ce serait une victoire un peu controversée ou pas? Bah, je te lance là-dessus, vas-y, parle-nous de la victoire de Tim Wellens, puis ton avis, et puis également ton avis global sur les échappées de ce Tour de France. Ouais, alors moi c'est les périodes que je préfère dans les grands tours. C'est une fois que ça a été un peu décanté, tu vois, que les grosses étapes de sprint sont passées, qu'il y a eu quelques abandons, il y a la hiérarchie au niveau du général est déjà mise. C'est ce que je préfère, c'est que c'est justement dans ces étapes de baroudeur. Je crois qu'avec le temps, c'est celle que je préfère. Parce que ça montre les hommes en forme, les hommes qui récupèrent, donc justement dans cette deuxième semaine. Et il y en a quelques fois aussi en troisième semaine. Mais c'est vraiment les étapes que je préfère. Donc aujourd'hui, je me suis régalé. J'ai bien aimé ces derniers jours, hein. Je parle aussi de hier avec la belle victoire d'Arensman dans un contexte très différent, hein. C'était une étape de montagne. Il y en aura une, hein, l'étape de La Plagne. Il y en aura une comme ça, parce qu'autant on en reparlera, le Ventoux, ce sera pour les favoris. Autant l'étape de La Plagne, potentiellement, ce sera plus pour des profils à la Tim Arensman, justement, où là, il pourrait peut-être y avoir un beau coup à jouer pour certains Français comme Lenny Martinez. Enfin, ça, tu en reparleras. Et pour parler de Tim Wellens, non seulement il a bien joué le coup aujourd'hui, mais il a bien joué le coup hier. Parce que si on se souvient bien, hier, dans la dernière étape de montagne des Pyrénées avec les 4 cols, Tim Wellens, il roule pas. Je me souviens bien, Titien, hein, il n'y a pas Tim Wellens, c'est son jour de repos. On lui dit c'est bon, il y a Nils Politt qui fait la première partie, et puis après on envoie les Sivakov, les Soler, les Adam Yates, Narvaez, toute la bonne compagnie. Mais Tim Wellens ne roule pas hier, et donc je pense qu'il avait dans l'idée de dire, eh attends, moi je me suis fait toute la première semaine où ça a été le meilleur, je crois, avec Narvaez, on peut dire, Titien, ça a été le meilleur coéquipier de Tadej Pogacar en première semaine. Ah ouais, ouais, bah, Tim Wellens, bon, de toute façon, on l'a vu, déjà remporter le championnat de Belgique qui était impressionnant, et la première semaine lui allait comme un gant, donc ouais, ouais, le mec faisait à peine 2 coups de pédale, et il Donc allait chercher sans à peine le vouloir le maillot à poids, donc oui, oui, très très costaud. Donc ça, c'est le premier point. Donc je pense qu'on lui a dit, bon, la première semaine, c'est toi qui dois être le lieutenant de Poggi, placé au mieux au pied des bosses finales, le piloter dans la ville, etc. Un grand spécialiste de classique, Tim Wellens, super coureur, 34 ans. Et Tim Wellens avait deux particularités. D'une part, effectivement, il était champion de Belgique et demain, c'est la fête nationale belge. Et deuxième, donc voilà, c'était le meilleur moment pour essayer de la gagner. Et deuxième caractéristique, c'est que Tim Wellens n'avait encore jamais remporté d'étape sur le Tour de France. Pourtant, Tim Wellens, c'est 40 victoires. La 41e, c'est aujourd'hui. 40 victoires, des victoires sur tous les grands tours, à part le Tour de France, hein. On s'en souvient, il y a quelques années sur le Giro, il en avait gagné sur la Vuelta, il a gagné des courses d'un jour, il a gagné des contre-la-montre. Mais il lui manquait à son palmarès de chasseur d'étapes, de coureur, de spécialiste de courses d'un jour, il lui manquait une belle victoire d'étape sur le Tour de France. Et vu la forme qu'il avait, qu'il retrouve peut-être pas, hein, 34 ans, la forme qu'il a sur ce Tour de France, peut-être, bah, moi je lui souhaite que ça continue un peu, mais il se dit que c'est possible que ce soit l'année ou jamais. Et je pense qu'il a demandé, ça a été en concertation avec Poggi, bien entendu, et avec le staff, en disant j'ai les 10 premières étapes, j'ai tout donné, j'ai taffé, etc. Je me prends mon week-end de congé. Donc hier, je récupère, et aujourd'hui, je fais le UAE dans l'échappée. Je contrôle. S'il y a un Campenard, s'il y a Voilà. un Van Aert, ben moi je suis un peu ce style de coureur. Donc je vais les marquer parce qu'il y a notamment aussi le classement par équipe, où UAE est deuxième derrière Jumbo. Donc quand il y a un Jumbo qui part dans une échappée dont on sait que ça va aller loin, bah, c'est bien de marquer les coureurs et puis comme ça évite de trop rouler derrière, un peu de contrôler depuis l'avant. On ne sait jamais. On a déjà vu faire ça, hein, dans les fins de deuxième semaine, en troisième semaine, les équipes de leaders qui font ça. Et Tim Wellens l'a extrêmement bien joué parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, pas énormément besoin de travailler. Il a un petit peu travaillé, mais il a vraiment pas mis beaucoup de coups de pédale parce que bah, il n'y avait pas de raison, hein. Il y a des UAE déjà totalement en contrôle dans son tour, hein.
plus de 4 minutes d'avance au général, des victoires d'étape de 4 victoires d'étape de Poggi. Il y a eu juste l'abandon d'Almeida, mais sinon, bah, pas d'ombre au tableau, donc pas nécessaire de se stresser pour une victoire d'étape. Il y a beaucoup d'équipes qui ont encore beaucoup de choses à jouer, donc pas besoin d'en faire trop dans la première partie de l'échappée. Un peu comme Campenarts aussi. Et deuxième chose, il avait bien pu récupérer hier, puisqu'il a fini avec le groupe Eto. Donc il l'avait coché, il l'avait extrêmement bien joué. Et aujourd'hui, ben voilà, dans la dernière difficulté, il a été extrêmement fort. Il a tenu les attaques de Storer et de Quinn Simons. Avec son gabarit de spécialiste de classique. Et moi, quand je l'ai attaqué, je sais ce que tu en as pensé, mais à un peu moins de 40 km de l'arrivée, là, quand tu l'as vu attaquer depuis derrière et qu'on a vu que ça commençait à céder, au début, il y a Barguil qui voit bien partir le coup et qui suit, puis au bout d'un moment, bah, Barguil, il peine à envoyer les watts, il tient 15 secondes, 20 secondes, puis après il laisse un trou, donc c'est Quinn Simons qui est obligé d'y aller, mais il va à la même vitesse que Wellens, mais il peut pas boucher. Et moi, je sais pas ce que tu t'es dit, Titien, mais quand tu as vu Wellens qui a pris 10-15 secondes, moi je me suis dit, ils vont plus le revoir, quoi. Oh, mais je me suis dit que c'était fini. Comme hier, quand j'ai vu Arensman Oui, partir. c'est ça. De toute façon, maintenant, les échappées, depuis quelques années, c'est beaucoup ça. Ça arrive jamais à 5 km de l'arrivée et qu'encore 5-10 mecs. Il y a toujours un mec qui attaque, j'ai envie de dire, souvent, c'est dans la zone des 40 derniers kilomètres, comme l'a fait Ben Illy en première semaine. Voilà. T'as l'impression que c'est toujours le premier qui part, qui s'en va. Et puis surtout, en fait. Là, j'ai l'impression que Tim Wellens, quand tu vois Warren Barguil s'écarter, que Quinn Simons il essaye et qu'il se relève, tu te dis bien c'est terminé. Dans tous les cas, d'une, ils n'ont pas le même niveau physique que Tim Wellens, ils n'ont pas la même résistance en fin d'étape. Et de deux, un groupe comme ça va jamais s'organiser. Donc, et puis le final en faux plat descendant, non, non, je vite compris. Oui, roule à 60, hein. Ah ouais, ouais, non, mais après, toi, ça t'a pas embêté le fait qu'il passe quand même la première moitié de l'étape dans les roues, dans le groupe de tête sans passer de relais, parce que finalement, qu'est-ce qu'il justifiait? Il n'y avait pas d'adversaire de Pogacar à l'avant, donc t'as beau dire que t'es équipier du maillot jaune, est-ce que ça justifie que t'es pas roulé? Enfin, et moi, ça m'a un petit peu étonné, ça, si il y avait eu un mec à Lipovitz devant, ou voilà, bah voilà, si tu roules pas, c'est normal, mais moi j'ai été quand même, enfin moi, quand j'ai vu l'échappée partir, là, le groupe d'une dizaine de coureurs avec Van Der Poel, Van Aert, etc., et que Tim Wellens était dans ce groupe et à faire de la patinette derrière, je me suis dit, mais attends, ils vont l'amener à la victoire facile, et dans la dernière heure de course, il sera frais le team. Enfin moi, je sais pas, ça m'a vraiment paru bizarre. Eh ben, c'est l'erreur des autres coureurs, hein. Si tu vois qu'il y a un coureur comme Wellens qui fait ça, ben, tu dois essayer de t'en débarrasser. C'est ça le Ouais, ouais, problème. mais c'est Donc très c'est bizarre, plutôt quoi. bien joué. C'est plutôt bien. Ouais, mais c'est plutôt bien joué de sa part. Il se dit, il y a pas de. Moi, je suis là pour marquer des. Je suis là pour être à l'avant, marquer des trucs. J'ai pas de raison de rouler. Ça va. Tim Wellens, il en a fait des kilomètres depuis le début du Tour de France. Je pense que personne va lui dire. Le mec, il est là. Effectivement, c'est aux autres coureurs de dire, hein. Le gars, il a le droit d'être là et de pas rouler, hein. Personne l'oblige à rouler s'il n'a pas d'intérêt. Il est dans une équipe qui doit viser uniquement les victoires d'étape. Lui, il est juste là au marquage des jumbo et histoire d'avoir un UAE à l'avant, comme j'ai dit. C'est pas la première fois qu'on voit ça dans des Tours de France. Si tu te souviens bien, Titien, vu qu'on est de la même génération, il y avait dans les Tours de France des années 2000 ou 2010, dans les grosses équipes, il y avait souvent des coureurs qui faisaient ça et qui en mettaient pas tellement dans les échappées ou qui n'avaient pas tellement de raison de rouler. Et les UAE ont filtré, ils étaient tout contents d'avoir ça et il n'y avait aucune raison. Donc à un moment donné, si vous l'amenez dans des bonnes conditions Mm. et que le mec est fort, comme on l'a vu dans le final, il y a aucune règle dans Ah le non, il n'y a pas règlement de de règle, l'UCI du mais Pro. Voilà, donc à un moment donné, si les mecs sont. Voilà, il faut être plus malin, il faut être plus malin que ça, quoi, ou plus fort. ouais, ouais, ce qui est étonnant en fait, c'est que à un moment, tu vois qu'il y a un ou deux mecs qui vont le voir à l'arrière du groupe pour lui dire tu roules, et puis il fait comme si non, non, moi je peux pas, etc. Comme s'il avait pas le droit, mais et du coup, c'est vrai que je me disais, mais attends, mais moi enfin, au bout d'un moment, tu te dis pourquoi ils font rien contre ça, parce que tu voyais bien qu'ils faisaient de la patinette, ça a duré longtemps en plus, hein, puisque ça a mis 60 km à sortir, je pense qu'il a bien fait 40 km, une bonne heure de course dans les roues à se faire tracter face à des mecs, tu voyais des Van Der Poel, des Campenarts qui prenaient des sacrés relais, ouais, j'étais assez... et puis bah, évidemment, quand c'est revenu derrière, il a fait facilement le saut de puce quand beaucoup ont coincé, mais ouais, non, mais c'est finalement, je vois qu'il y a deux victoires d'étape, et comme celle de Simon Yates le lundi dernier, Simon Ah Yates, oui. c'est pareil, hein, quand il gagne. Oui, c'était lundi dernier, quand il gagne au Mont d'Or.
il roule pas de l'échappée là, il est là en protection, pareil, et puis finalement, du coup, la santé dans la dernière heure pour aller gagner l'étape. Donc, tu vois, moi j'ai souvenir alors ça remonte il y a très longtemps, hein, mais en 2006, sur une étape du Giro, de Jens Voigt, c'était Ivan Basso qui était leader du Giro. Jens Voigt est dans une échappée. Il est là pour contrôler pour Basso, et puis finalement, bah, à force de pas faire d'efforts, il se retrouve seulement avec Juan Manuel Garaté, et puis en fait il dit à Garaté, vas-y, moi j'ai rien fait de la course, j'étais là en protection, je te laisse la victoire, alors que Voigt aurait pu facilement la gagner. Donc ouais, Mais Voigt, c'est la classe. Ouais, mais voilà, Jens Voigt, il a la classe énorme, quoi. Ça, mais c'est bref, clair. bon après, encore une fois, après, pendant les 2 dernières heures, il n'a pas démérité, mais c'est vrai que je pense qu'il a sauvé beaucoup d'énergie, et comme tu dis, c'est aussi la faute des autres compagnons. Moi, j'ai pas compris que personne soit allé rien lui dire. Enfin bref, ça m'a un peu surpris. Moi, ce que je pense, UAE, c'est qu'à partir du moment où Visma le fait, Visma, on l'a vu le faire plusieurs années sur plusieurs grands tours, de justement faire cette tactique-là. À partir du moment où Visma se met, UAE, je dis, eh ben, il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas. En plus, c'est une occasion unique pour Tim Wellens. Et je pense que moi, j'aime bien ce côté. Alors, c'est compliqué pour les petites équipes parce que du coup, les petites équipes qui ont justement pas ce côté leader et qui doivent partir à l'abordage tous les jours, hein. Je te parle de Tudor, Total Energy, ce genre d'équipes-là qui doivent partir à l'abordage tous les jours. C'est leur seul moyen d'exister et on les remercie. Euh, le problème, c'est qu'il faut énormément se méfier si enfin, c'est un poison d'avoir des Visma ou des UAE dans des échappées, parce que tu sais qu'ils vont pas en faire de trop ou qu'ils vont faire de la patinette derrière parce que justement, ah bah non, je suis en protection, etc., machin, tout ça. Et puis que, en plus, c'est des très forts coureurs, hein. Ils sont hyper en forme parce que ils doivent rouler pour des leaders, pour le général, sur d'autres étapes. Euh, donc c'est vraiment un poison pour ces équipes-là qui visent les échappées sur des étapes dédiées aux échappées comme celle de Carcassonne aujourd'hui. Il faut se débarrasser de ça. Et c'est ce qu'a essayé. Il y en a un qui l'a très bien compris, c'est le combatif du jour, Storer. Michael Storer qui a essayé plusieurs fois de décrocher les deux sparadraps et qui n'a pas réussi pour plusieurs raisons. Parce qu'il disait mais c'est mort, parce que on va se faire avoir. Et d'ailleurs, ils se sont fait avoir. Mais c'est compliqué. C'est compliqué, et quand ces équipes-là décident d'envoyer des mecs à l'avant, on l'a vu avec Simon Yates, on l'a vu aujourd'hui avec Campenarts et surtout avec Tim Wellens, il faut être capable de faire partir un coup dans les premiers kilomètres sans qu'il y ait des coureurs de ces deux équipes. Où là, tu es sûr que tout le monde va passer les relais, tout le monde va plus ou moins essayer de jouer le jeu, et puis ce sera le plus fort, le plus malin, la meilleure tactique qui verra, parce que sinon, ils partent forcément avec un avantage. C'est comme si tu joues aux échecs contre quelqu'un, mais on t'enlève 3 pièces, et puis lui, il a 2 pièces de plus, quoi. Ça devient très compliqué. Tout à fait. Est-ce que tu avais encore d'autres choses sur ce sujet-là? Ou sur le sujet, parce que tu voulais parler des échappées, est-ce que tu voulais en parler plus globalement, ou voilà? Ben non, juste pour dire qu'au niveau du programme, a priori, pour moi, hein, selon mes prévisions, mais après ça vaut ce que ça vaut, je sais pas ce que t'en penses, Titien, pour moi, il y a encore deux possibilités pour les baroudeurs. Baroudeurs grimpeurs, on va dire, mais les mecs qui jouent pas forcément le général. Il y a deux possibilités encore en troisième semaine sur ce Tour de France. C'est l'avant-dernière étape, le samedi, hein, l'étape qui longe la Suisse le long de la côte ouest du pays, donc l'est de la France, entre Nantua et Pontarlier, où il y aura quelques petites bosses, un terrain casse-pattes, et comme ce sera en fin de Tour de France, le classement général sera déjà plié, et la plupart des classements seront déjà pliés, on en reparlera. Donc, étape dédiée aux échappées. Et pourquoi pas l'étape de la Plagne. Je pense que c'est parmi les étapes de montagne celle qui conviendrait le mieux à une échappée type Arendsman, hein, qu'on a vu hier. Donc c'est celle parce que je pense que les deux autres étapes de montagne, ça va être pour les favoris, hein. Je sais pas ce que t'en penses, Titien, mais la Loze et puis le Ventoux, à mon avis, Poggi il les a cochés, et Vingard aussi. Donc ça va être compliqué. En revanche, celle Albertville-La Plagne, il y a pas mal de vallées, des cols qui sont relativement roulants. Alors c'est des cols longs, hein, c'est des cols alpins, mais c'est pas des cols avec des pourcentages incroyables, hein. Le col le plus pentu de la journée, c'est le col du Pré, qui est à 7,7% de moyenne durant 12 km. On en reparlera des prévisions, mais voilà, pour moi, il y a encore deux grosses possibilités pour s'échapper, parce que sinon, c'est soit pour les sprinteurs, l'étape de Valence,
soit pour les leaders du classement général, ou alors les spécialistes, les super champions des classiques ou les sprinteurs. L'étape à Paris, on en reparlera, l'étape de Montmartre pour des Mathieu Van Der Poel, des Van Aert, des gars comme ça. Donc bonne chance aux baroudeurs, il leur reste 2 possibilités, et j'espère voir des belles étapes, des belles bagarres pour les échapper, du coup vendredi et samedi, il me semble. Ouais, c'est ça. Et bah justement, alors tu me lances sur le deuxième sujet, nos coureurs français. Toujours pas d'étape, de victoire d'étape, ça fait 2 semaines Leur de chance, course. c'est leur chance, allez, ces 2 étapes, c'est Voilà. les chances des Mais, Français, mais quoi. du coup, on sait que le dernier Tour de France où on n'a pas gagné d'étape, il n'était pas au 21e siècle, c'était 1999, donc on était encore sur l'avant-dernier tour du 20e siècle. Toi, t'es comment? Moi, je t'avoue que je commence à plus du tout être confiant pour une victoire d'étape pour les coureurs français. Je trouve que, alors, on parlera du classement général plus tard dans l'émission, donc je remets des Kevin Vauclair notamment qui jouent un top 10 du Tour de France, mais en tout cas, tous ces baroudeurs punchers qu'on a dans les équipes françaises, j'ai l'impression que ça va pas du tout. On pèse pas du tout dans les échappées. Enfin, encore aujourd'hui, on n'a absolument pas pesé sur la course. En montagne, on en reparlera, mais notre meilleure chance, peut-être, c'est Lenny Martinez, mais il s'est lancé on en reparlera après du maillot à poids, mais il s'est lancé dans cette épopée. À mon avis, ça va pas lui permettre de gagner une étape. Moi, je suis très, très inquiet pour le tour de nos coureurs français en termes de victoire d'étape, et je commence à être assez pessimiste parce que, effectivement, je pense que la meilleure chance maintenant qui va nous rester pour les Français, c'est samedi prochain. Mais quand je vois le niveau de mecs comme Wens, comme Campenart, et puis quand tu vois que des Thibaut Nice vont mieux, des coureurs comme ça, franchement, je Simon. suis très inquiet. Ouais, il y a de quoi. Le problème, c'est que la France, depuis les problèmes de santé, de chute de Julien Alaphilippe, et depuis la retraite, donc bien méritée, de Thibaut Pinot et de Bardet, le problème, c'est que la France est dans un creux générationnel en ce moment, et que dans un Tour de France où il y a autant de monstres, Mathieu Van Der Poel, évidemment, Tadej Pogacar, Levisma, avec Van Aert, Vingegaard, Simon Yates, toute la bonne compagnie et tout, Remco Evenepoel sur les chronos, avant qu'il abandonne, on en reparlera. Il y a tellement de monstres, genre des top 5, il y a quasiment, si on rajoute après Roglic, Lipovic et tout, il y a quasiment, enfin, il manque qui, Titien, dans le top 5 mondial sur ce Tour de France? Si on prend les 5 meilleurs coureurs du monde. Pour moi, ils sont les 5 là, hein. Oui, ouais, ouais, mais tu vois, je Donc, vois du coup, le problème, c'est que déjà, le problème, c'est que ça te mange déjà une grande partie de l'assiette. L'assiette des l'année victoires dernière, on d'étape. gagne 3 étapes. Ouais. Là, pour moi, on se dirige tout droit vers un zéro pointé. Moi, je comprends pas pourquoi un mec comme Oui, Romain. mais c'est ce que je t'explique. C'est que si tu as un Tour de France où tu as, par exemple un Mathieu Van Der Poel qui est absent, bah, ça laisse plus d'opportunités pour des punchers français. Un Vauquelin, un Alaf, un gars comme ça, s'il n'y a pas Van Der Poel, du coup, si t'as peut-être pas un Pogacar qui va toutes les jouer, et ça laisse des grosses options pour des Romain Grégoire, des mecs comme ça. Le problème, c'est que quand sur tous les terrains, sur les chronos, il y a Remco, il y a les leaders du général. Sur les étapes de montagne, ben, tu as des grosses équipes qui ont des gros grimpeurs. Sur les étapes de baroudeurs, ben, tu as toutes les meilleurs coureurs baroudeurs, punch, spécialistes de classique du monde, Van Aert, Van Der Poel, machin, etc. Ben, du coup, si tu prends les résultats, ben, tu regardes la moitié, plus de la moitié des victoires d'étape sur les 2 premières semaines, c'est que du top 5 mondial. 4 victoires pour Poggi, une victoire pour Remco Evenepoel, une victoire pour Mathieu Van Der Poel, etc. Donc, t'as que du top 5 mondial, et le reste, après, ben, faut avoir un peu de chance, ou, comme on a dit, certaines conditions sur des échappées, mais c'est des grands coureurs de grandes équipes. Tu vois, Simon Yates, il a remporté le Giro, Arensman, il a fait top 10 d'un grand tour, et puis il court chez Ineos. Tim Wellens, on a parlé aujourd'hui, les conditions particulières. Je veux dire, si en plus, tu as les 2 facteurs, c'est-à-dire que tu que des monstres, le top 5 mondial, top 6 mondial est présent avec des grosses équipes sur le Tour de France, et que d'un autre côté, tu es dans ce creux générationnel où tu attends encore que des Paul Sexas, que tous les jeunes là, français hyper talentueux, il y en a plein, que les Romain Grégoire, les Martinez, machin, prennent un peu d'expérience et arrivent dans leur prime, ce qu'ils sont pas encore, hein, ils sont en train justement de se faire les crocs. Peut-être que ça changera dans les prochaines années, où on aura dans le top 10 mondial peut-être 3, 4 coureurs français qui feront partie des 10 meilleurs coureurs mondiaux, c'est ce que je souhaite, mais actuellement c'est pas le cas. Donc si tu n'as plus les tauliers qui sont là, parce qu'ils sont à la retraite ou qui sont en fin de carrière, et que les jeunes sont pas encore prêts, et qu'en plus tu as un Tour de France qui est ultra compétitif, bah, c'est très difficile pour les coureurs français de gagner une victoire d'étape.
Ouais, ouais, c'est sûr, mais au-delà de ce qui est difficile, je trouve que c'est qu'on pèse pas. On pèse vraiment pas parce que, on va pas se le cacher, aujourd'hui, moi j'attendais les coureurs français et quand je vois un Romain Grégoire qui fait deux fois top 10 sur les deux premières étapes punchy du Tour de France, il est dans le groupe avec des Pogacar, avec des Vingegaard, avec des Van Der Poel. Qu'est-ce qui s'est passé pour que depuis le quatrième jour de course, il est complètement disparu et tu vois, Romain Grégoire, moi j'avais des espoirs, mais immense quand même sur ce Tour de France pour beaucoup, alors, pas au général du tout, hein, mais sur beaucoup d'étapes. En première semaine, je l'ai trouvé hyper impressionnant, enfin surtout sur la deuxième et la quatrième étape. Depuis, à Mur de Bretagne n'existait déjà plus. On le voit plus du tout, donc je comprends pas tellement ce qui se passe. Et un Valentin Madouas, il fait dixième du Tour de France il y a 2 ans, il y a 3 ans, ce qui est quand même pas il y a très très longtemps. Donc moi, je trouve que c'est symbole quand même d'un certain déclassement, comme tu disais. On est dans ouais, on est dans le creux de la vague, mais même dans le creux de la vague, l'année dernière, on a réussi à exister. Alors, les trois victoires qu'on a eues, il y a eu cette deuxième place de Matteo Verchi à une demi-euro près face à Campenarts. Enfin, là, c'est quand même le seul exploit français du Tour sur une étape, c'est Armirail qui a failli faire troisième d'un contre-la-montre. Donc, moi, ça me. Ouais, je suis quand même inquiet. En tout cas, toi, si tu dois te prononcer là sur une victoire française ou non d'ici la fin du Tour, tu penches plutôt de quel côté? J'y crois, mais j'y crois à 51-49, hein. J'y crois pas, genre en mode 80% de sûr, hein. Donc c'est vraiment pièce en l'air. Je vois bien un Français s'imposer samedi à Pontarlier. Ok, et bah écoute. Pontarlier, je pense que c'est la meilleure option parce qu'effectivement, je pense que Lenny Martinez, on en reparlera, c'est un peu. Il vise d'autres trucs et il va laisser trop de gomme sur la route et que la plagne. Et l'étape où forcément il va être devant parce qu'il y a tellement de points. C'est une des étapes d'ailleurs du Tour de France où il y a avec l'étape de la Loze, où il y a le plus de points à récupérer. Il y a trois grosses étapes pour le maillot de la montagne. Il y a Super Bannière, on l'a vu, il était devant, il a rempli quasiment tous les points qu'il pouvait en remplir. En tout cas, il a été super. Il y a l'étape de la Plagne et l'étape de la Loze, c'est les trois étapes pour le maillot de la montagne qui sont décisives. Euh, on espère le voir à l'avant jeudi et vendredi. On espère qu'il y aura du jus, mais forcément, ça va être un peu difficile pour aller chercher la victoire d'étape. En revanche, j'y crois pour Pontarlier. Je pense que pour des Romain Grégoire, ça refait une petite santé, des Madouas, des Alaphilippe, des mecs comme ça, Axel Laurence, pourquoi pas. Il y a des bonnes chances. Il faut juste qu'il soit malin, qu'il soit bien placé et tout. Il y a des bonnes chances. Surtout que je pense que alors, à voir pour les Visma, mais je pense pas qu'il y aura du AE à l'avant ce samedi. Ils auront bossé toute la semaine et ils auront validé ou pas, à voir comment se déroule cette dernière semaine. Mais pour l'instant, ça tend plutôt à être positif. Ils auront validé ou pas la victoire de Poggi. Ils seront raides, ils vont tranquillement mettre le petit tempo, 10 minutes de retard dans le peloton. Donc, il n'y aura pas le problème Tim Wellens qui fait de la patinette. Et on les a vus quand même aujourd'hui. Il y a du Laurence 5e, Alaphilippe 3e, Jordan Gégat 8e, Madouas 10e qui a fait une bonne étape pour. Donc, moi, j'y crois encore pour samedi. Et bah écoute, on va essayer de suivre ton optimisme. Avant de parler du classement général, il y a où là le suspense est quand même, on va pas se le cacher, voilà, un petit peu terminé. Tu me diras ce que t'en penses. J'ai envie de parler de deux classements annexes, enfin voilà, deux maillots distinctifs pour lesquels il y a du suspense. Alors celui pour moi sur lequel il y a encore plus de suspense et surtout le plus d'intérêt parce qu'on a un Français qui est encore en lice, c'est le maillot à poids qui est actuellement porté par Lenny Martinez qui est un petit peu le rayon de soleil sur les étapes côté français, même s'il n'arrive pas à la mettre au fond. Mais Lenny, il a pris un petit avantage, enfin, quand je dis un petit avantage, c'est vraiment un petit avantage hein, au maillot à poids, puisque si je dis pas de bêtises, là, si je regarde, il est actuellement premier, mais voilà, avec 8 points d'avance sur Tadej Pogacar. Donc il y a toujours le danger Pogacar, il y a un gros danger de Simon Arensman aussi qui est à 48 points. Tout simplement, la question que j'ai envie de te dire, c'est est-ce que tu y crois à Lenny Martinez maillot à poids à Paris et si oui, bah comment il peut faire pour aller le chercher et puis sinon ce serait parce que Pogacar il va le rafler. Alors, non, alors les calculs sont très simples pour Lenny Martinez, et je pense qu'il doit les faire dans sa tête. Il y a 2 jours où Poggi va prendre des points. C'est mardi au Ventoux. On est sûr, tout le monde sait qu'il l'a coché et qu'il veut la gagner.
comme symbole, et puis comme ça, il plie définitivement l'affaire. Et pour l'aspect revanche, parce qu'on en avait parlé dans le top 10 des victoires de Pogacar, au col de la Lose, et les points seront doublés, machin, etc. C'est les deux ascensions où, a priori, à moins d'une course complètement folle, si on a un scénario classique, c'est les deux ascensions où Poggi va marquer un maximum de points. Donc, Pogacar, on peut Doublé au estimer col de que la Lose. si il a la forme de la deuxième... Hein. Point doublé au col de la Lose, comme c'est le. Je l'ai dit, Ah, que pardon, c'était doublé. excuse-moi. Je l'ai dit, donc doublé au col de la Loze. Donc si on fait un calcul tout simple, Pogacar a 52 points, en imaginant que par-ci par-là il gratte des petits points et compagnie, Pogacar va être aux alentours à Paris si tout se passe bien pour lui et compagnie, il sera aux alentours des 120 points. Max. Les 20 points du Ventoux, les 40 points du col de la Loze, ça fait 60, ça fait 112, plus quelques petits points par-ci par-là, où il passe, je sais pas, 8e en haut d'un col parce qu'il n'y a plus beaucoup d'échappées devant, et puis qu'il fait le tempo, ou qu'il y a une attaque de Vingard et qu'il doit le suivre au sommet du col. Voilà, on peut imaginer que Pogacar, si tout se passe bien pour lui, et qu'il joue, il n'a pas de raison de jouer particulièrement en ce maillot, hein, il joue les victoires d'étape et le maillot jaune, il sera à 120 points. Donc Lenny Martinez doit se démerder pour marquer jeudi et vendredi. Il y a éventuellement quelques micro-points à aller chercher samedi, mais les gros points, c'est surtout vendredi et jeudi. Il doit marquer plus de 60 points, puisqu'il a 60 points, donc il doit se démerder pour marquer 60 points. Et mathématiquement, c'est possible. Il y a deux cols hors catégorie, la Madeleine et le Glandon, jeudi, et il y a plusieurs ascensions, le Cormet de Roseland, le col du Pré, d'autres cols intermédiaires, première catégorie, le vendredi. Donc là, il y a des 10 points, des 20 points, des choses comme ça à aller chercher. Rien que si il fait la journée clé, c'est aussi le jeudi, en plus du vendredi, parce que s'il fait la Madeleine et le Glandon en tête, ou en tout cas dans les deux premiers, il marque quasiment 40 points. Donc ça l'amène déjà à 100 points, et après, il faut qu'il se démerde le vendredi pour marquer plus de 20 points. Donc c'est totalement jouable pour Lenny Martinez, ça va dépendre simplement de ses jambes et du scénario de la course, jeudi et vendredi. Au, au Ventoux, selon toi, faut pas qu'il cherche à s'accrocher parce que on peut se dire que sur une Non, ascension sèche, non. il peut finir dans le top 10. Non, il doit garder. Alors, ça dépend de son objectif. Mais pour moi, si l'objectif il est purement mathématique, demain c'est repos. Donc aujourd'hui, il n'a pas fait beaucoup d'efforts, Martinez. Ah, Enfin, il a fait les efforts dans le il a peloton. fini dans le groupe Eto. Voilà, très bien. Donc il se reposait. Demain, jour de repos. Donc là, tu refais une santé. Mardi et mercredi, sprinter. Et mardi, c'est une montée sèche du Ventoux. Alors, il peut essayer de la faire et compagnie. Moi, je pense vraiment qu'il doit garder tout ce qui lui reste d'énergie pour jeudi et vendredi, pour les premières parties d'étape, où là, comme j'ai dit, il y a des gros points à aller chercher. Et si vraiment son objectif, qui est un bel objectif, hein, que je soutiens totalement, d'aller chercher ce maillot à poids, il y a des points. Je veux dire, sur l'étape de vendredi, qui est en toute fin de tour, peut-être les leaders seront un peu fatigués, voudront laisser partir. Dans les 78 premiers kilomètres, c'est une étape très courte, 130 km, il y a deux cols deuxième catégorie, un col première catégorie, un col hors catégorie. Donc rien que ça te fait déjà, s'il passe en tête, ça te fait déjà une moisson de 40 points. Donc si tu ajoutes ça aux 40 des autres de la Madeleine, ça fait les 80 points dont il a besoin. S'il marque les 80 points, ou allez, peut-être que des fois il passe deuxième, on ne sait pas, hein, il peut y avoir des scénarios de course, deuxième ou troisième, mais il marque, il doit marquer plus de 60 points. Le calcul, il est simple. Il doit marquer plus de 60 points pour être dans la course et être quasiment assuré de ce maillot de la montagne. Et Arensman, ça peut être un candidat parce que finalement, il a 12 points de retard sur Lenny. On a vu que quand même, mine de rien, quand il était dans une grosse journée, il était vraiment dans une très grosse journée. Danger aussi, selon toi? Ouais, il y a trois coureurs. J'enlève Pogacar et Vingard qui se battent pour autre chose. Il y a trois coureurs qu'on a vu qui visent les points de la montagne, en tout cas qui ont fait régulièrement des sprints et des échappées dans ce sens-là. Bon, Arensman, il va peut-être de nouveau le viser, mais à la base, il n'était pas là Ah pour oui, à ça. la base, il Et était vu pas son là pour ça. classement, Mais ben, bon, j'imagine. maintenant, il a peut-être Voilà, pas d'autre il va le viser. objectif, quoi. Il y a deux autres coureurs, c'est Storer et Woods. Ouais, Storer, il est Storer et loin, Woods hein. sont les deux qui ont. Storer, il est loin, mais il a 19 points. Il est 8e au classement. Ce que je veux dire, c'est que vu la forme de Storer, il va aussi, dans ces étapes que je t'ai dit, vouloir se mettre à l'avant et pourquoi pas disputer quelques prix de la montagne. Et Woods, on a vu qu'il avait coché le maillot de la montagne et lui, il est très dangereux parce qu'il a 38 points, donc il est entre guillemets qu'à 22 points de Lenny Martinez. On a vu que 22 points, en quelques cols, ça se récupère. Donc, c'est clair que Woods et Aronsman, dans les échappées, c'est la menace principale pour Lenny. Alors, il a un petit matelas, mais vraiment, il va falloir qu'il se fasse voler des points au sommet d'école, quoi. Ouais, moi,
je t'avoue que je suis moins inquiet sur ces gars-là. Alors bon, Storer et Woods, je pense que je les pense moins fort sur un col que Lenny Martinez. Je pense d'ailleurs qu'en fait, Oui, clairement. même Arensman est moins bon grimpeur que Lenny Martinez. Je pense qu'Arensman, c'est un coureur Et il n'a très pas le jump. Ouais, il a pas de jump. Et surtout, Arensman, là où il est très fort, c'est sur l'endurance. On l'a bien vu d'ailleurs sur sa victoire, même quand il avait gagné il y a 3 ans sur la Vuelta ou sa victoire cette année autour des Alpes. C'est des étapes très très difficiles qui partent de très très loin, où lui, il a des capacités d'endurance assez exceptionnelles, je trouve. Il devrait peut-être plus faire les classiques parce que franchement, certes, il est jamais sur les débuts, il est jamais le meilleur, mais quand les autres faiblissent, lui, il a encore beaucoup de ressources. Mais je pense que sur le talent de grimpeur, Lenny Martinez, d'une, il a plus de jump, effectivement, s'ils doivent se faire des sprints au sommet des cols, je pense qu'il sera meilleur. Et de deux, on l'a bien vu naturellement sur un col comme le Tourmalet, Martinez, il s'est largement envolé. Derrière, c'est juste que Martinez, sur la longueur de l'étape, il a beaucoup moins tenu qu'un Rensman. Donc c'est, voilà, le danger d'Arensman, ce serait vraiment si Martinez, il pète assez tôt parce qu'il a plus d'énergie ou qu'il a pas fait d'effort. Mais voilà. Mais moi, t'as des Pogacar m'inquiète beaucoup. Et j'ai envie de te dire que s'il n'y avait pas ce truc des points doublés à la Loz, je serais beaucoup moins inquiet pour Lenny Martinez. Je crois vraiment en capacité, sinon, d'aller chercher des points. Mais là, quand même, 40 points d'un coup au col de la Loz. Pogacar, il annonce depuis longtemps qu'il veut cette étape. Ouais, bon. Voilà. Écoute, en tout cas, moi je t'avoue que c'est voilà, y a le suspense, il est un peu mort sur le classement général. C'est un des points sur lequel je vais beaucoup m'intéresser. Et puis on va pas se le cacher, c'était un kiff total de voir Lenny Martinez maillot à pois en tête tout seul du Tourmalet. Moi j'ai vibré, j'avais beaucoup d'émotions. Enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un petit grimpeur comme ça français qui nous fait vibrer. Enfin, moi j'ai vraiment la montée du Tourmalet de Lenny Martinez, c'était assez incroyable quand même. Et porté par la foule là, waouh. Ouais. Ouais, c'était super. Et puis surtout, si il a les jambes, donc sur ces 2 jours, on a dit où il y a des gros points en début d'étape. Parce qu'on sait que les fins d'étape, bah, il y a Poggi qui va en taper en fin d'étape, parce qu'il joue le général, et qu'il y a des étapes qui visent. Mais on a vu les 2 étapes où il y a beaucoup de points en début. Moi, j'y crois, si il a les jambes et qu'il est malin, et je pense qu'il est malin aujourd'hui avec le groupe Eto, etc., je pense qu'il va garder. S'il a les jambes dans ces 2 premières, on lui demande même pas d'avoir les jambes en fin d'étape. Mais juste en première partie d'étape, moi je suis assez confiant. Parce qu'il n'a pas énormément de concurrence. La concurrence, on l'a dit, la principale menace, c'est les gars du général, hein. Poggi et dans une moindre mesure Vingard, mais surtout Poggi. Et on l'a vu, hein, Poggi, il cible. On l'a vu, il y a des jours, il s'en fiche, et il y a des jours où, bon, ben, évidemment, il l'a coché, donc, bon, ben, Otakam, machin, etc., il le ramasse. Moi, je suis confiant parce qu'il a fait une bonne moisson de points d'ici là, et il y a des gros points qui arrivent, donc, non, moi, je dirais, pronostic, si je suis optimiste, Lenny Martinez avec un beau maillot à pois à Paris. Allez, Franchement, j'y moi, crois. moi aussi j'ai envie On d'y y est, croire. Donc vas-y, Lenny. j'ai envie d'y croire, c'est ce qui me hype d'ici la fin de ce tour. Donc voilà. Autre bagarre pour Plus un inquiet maillot. pour l'autre maillot, hein. Pardon? Je suis plus inquiet, alors, par rapport au grimpeur, bizarrement, moi, je suis plus inquiet pour l'autre maillot Le par maillot rapport à vert? Poggi. Ah Ouais, moi je suis bah. plus inquiet pour Milan. Moi, ça pue Putain. très fort pour Jonathan Milan. Et quand on a vu aujourd'hui à Ah quel la point vache. il en peut plus, Jonathan Milan, bah, ce Tour de France, il pèse et il est très difficile ce Tour de France, hein. Il y a eu 3 vraies occasions seulement pour les sprinters. Et puis, il y en aura peut-être une seule d'ici l'arrivée. Et encore, on en reparlera. Mais les étapes plates de dernière semaine, attention. Jonathan Milan, actuellement, il a 251 points. Son premier poursuivant, c'est Tadej Pogacar, 223 points. Et puis Mathieu Van Der Poel, 210 points. Bon, on se doute bien que c'est un de ces trois-là qui va remporter le maillot vert à Paris. Ça Est-ce, c'est sûr. est-ce Ça que c'est sûr. Jonathan Milan, aujourd'hui, et quand on regarde la dernière semaine, peut encore rêver de ce maillot vert ou pas finalement? Parce que tu as des Pogacar, là, il est quand même à moins de 30 points, quoi. À Milan, il a encore, c'est terrible à dire, mais Milan, il a plus que 2 possibilités de mettre des points. Il y a évidemment l'étape de Valence, Bolène-Valence, 160 km sans grande difficulté mercredi, et les sprints intermédiaires, le sprint intermédiaire entre Montpellier et le Mont Ventoux, s'il n'y a pas trop d'échappées, et il faudrait qu'il la prenne. Parce que toute la première partie, jusqu'au pied du Mont Ventoux, est plate. Mais à Paris, ça me paraît quand même très compliqué vu le parcours qui est annoncé. Alors après, il peut éventuellement, mais avec la fatigue accumulée et compagnie. Et non, tu as Pontarlier, ce sera pour les échapper et ça me paraît un peu trop casse-pattes. Ah oui, le Surtout sprint il y aura quand même intermédiaire, c'est toutes après les des Alpes. bosses, il ira pas chercher de points. Donc voilà, donc en fait, ça, quelque part, il a un tout petit matelas sur Poggi et sur Mathieu Van Der Poel. Ouais, il a moins de 50 points d'avance sur les deux.
voire moins de 20 points d'avance sur Pogacar, 30 points d'avance sur Pogacar. Et le problème, c'est que ces deux coureurs, on l'a vu, hein, Mathieu Van Der Poel aujourd'hui dans les sprints intermédiaires, et en victoire d'étape, notamment au Mont Ventoux et au col de la Loze, Pogacar, ils vont mettre des points. Donc ça va être très tendu au classement du maillot vert parce que Milan, il n'a pas intérêt pour lui, hein, il n'a pas intérêt à se rater mercredi. Hein. S'il se rate mercredi, c'est mort. Ouais, S'il gagne l'étape mercredi, à la limite, c'est des gros points. Se refaire un petit matelas et espérer que Poggi et Van Der Poel raflent pas tout. Si Van Der Poel commence à faire tous les sprints intermédiaires sur les étapes de montagne et qu'en plus il joue la gagne sur l'étape à Paris, ce qui est quand même une probabilité, hein, on va pas se mentir, Titien, Van Der Poel à Paris, ça sent quand même très très bon, une grosse place quoi. Il n'a pas intérêt à se rater mercredi le Milan à Valence et c'est pas tout plat en plus. Il y a deux côtes de quatrième catégorie, ça va, il faut pas déconner non plus. Mais il n'a pas intérêt à se rater, la Lidl Trek n'a pas intérêt à se rater au niveau sprint massif à Valence et qui remporte l'étape pour avoir des gros gros points. ouais. Moi, j'ai deux choses. Je pense que Van Der Poel, ça va être quand même assez compliqué, malgré tout. Je regarde un peu les sprints intermédiaires. Déjà, sur l'étape du Ventoux qui est toute plate avant, s'il y a une échappée, même si Van Der Poel il est, je pense que Milan il peut y être aussi quand même parce que c'est vraiment tout plat. Et puis après, sur les jours d'après, c'est vraiment Il a placé. intérêt à y être, hein, Tu Milan. vois, l'étape de la Plagne, le sprint intermédiaire, il est placé au bout de 8 bornes, juste avant le début des bosses. Donc je me dis que Milan, il peut bien faire 8 bornes à fond pour aller sprinter. Donc non, le vrai danger, c'est Tadej Pogacar pour moi, parce que si Tadej Pogacar, il fait le plein de points, s'il gagne au Ventoux, à la Plagne et au col de la Loze, et puis à Paris derrière, où je le vois bien mettre sa minace avec Van Der Poel dans la dernière montée de Montmartre, il est là le Ah, ça, vrai c'est danger pour sûr. Jonathan Milan. Et moi, j'aimerais en parler. Je trouve ça assez ridicule. On est dans un Tour de France où maintenant, tu as un sprinter qui est tous les jours en train de se dépouiller à un sprint intermédiaire pour résister à un mec qui joue même pas le classement. Donc, bon, après, je sais pas trop comment ça a été fait, mais quand tu vois finalement qu'en première semaine, toutes les étapes là, du mur de Bretagne, de Rouen, c'était où là, Boulogne-sur-Mer, les arrivées rapportaient autant de points que les étapes de sprint. Bah, et je sais pas à quoi ils ont pensé quand ils ont fait le barème, mais on se doutait bien que Jonathan Milan et n'importe quel sprinter, il serait plus là sur ses arrivées. Donc bon, moi ça me gêne un peu de voir un mec qui est à l'agonie comme Milan essayer de se dépouiller pour simplement essayer de passer le sprint intermédiaire en tête et pour essayer de garder son maillot face à quelqu'un qui est, je pense que Pogacar il sera très content de le gagner s'il l'a, mais pour l'instant il n'en a pas grand chose à faire. Je trouve qu'on n'est pas loin du ridicule. Au-delà de, avec ça, tu sais ce qui me fume le plus dans ce classement? Parce qu'à la limite, Pogacar, bon, il a gagné des classiques, c'est un coureur très particulier à la Eddy Merckx qui peut jouer tous les jours. Je serais pas étonné qu'il gagne ce maillot vert cette année ou alors une fois dans sa vie. Hein. Merckx l'a gagné le classement du maillot. Ce qui me fume dans ce classement pour aller dans ton sens et au niveau du barème des points, c'est que Vingegaard, il est sixième du classement du maillot vert. Quand Jonas Vingegaard est sixième d'un classement du maillot vert à la fin d'une deuxième semaine, il y a un problème. Il y a un Ouais, il y a un problème. Et puis, gros puis problème. même, finalement, tu te rends compte aussi que les sprints intermédiaires, ça rapporte énormément de points. Et du coup, Milan, il survit vraiment. Vraiment, Milan, il survit grâce à tous ces points qu'il est allé chercher sur les sprints intermédiaires. Enfin, ouais, c'est un combat bizarre entre un mec qui se donne à fond sur une moitié de l'étape et puis ensuite qui bâche la deuxième et un mec qui est à sa poursuite sans vraiment le vouloir. Donc, bref, j'espère que Après, je pense que ça. Ouais. organisateurs, il y a aussi le pouvoir d'attraction. Faut pas oublier le pouvoir d'attraction et la star du peloton qui est Mathieu Van Der Poel. On en avait parlé en début de tour sur Radio Fringale et sur d'autres médias cyclisme. Tu sens clairement que le barème du maillot vert cette année, au-delà de Pogacar, qui en fait le joue mais sans le jouer, parce que lui, ben, il joue ses victoires d'étape et sa course à lui au niveau du général, mais il s'en fiche des classements annexes quelque part. Ce classement a quand même été fait pour dire, hé Mathieu, tu veux pas jouer le maillot vert parce que quand même t'es l'un des coureurs les plus connus au monde, t'es une star, compagnie. Ce serait cool, vu que tu viens sur le Tour de France, tiens, on te fait plein d'étapes pour toi, on dessine un parcours vraiment bien pour toi, et en plus, t'as vu, on te met des points qui valent la même chose que les sprints sur des classements du maillot vert. Donc, et Mathieu Van Der Poel au maillot vert, est-ce que tu voudrais pas jouer ce maillot? Ça nous arrangerait au niveau de la com, blablabla. Bla, 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 bla. Clairement, le classement, le barème du maillot vert a été ciblé pour donner envie à Mathieu Van Der Poel de le jouer. Ouais, ouais, bah écoute, on va voir ce que ça donne. On va voir qui l'aura à l'arrivée. Si tu dois te pronostiquer, là, tu pars sur quoi?
Mathieu Van Der Poel. Ah ouais, ok. Ok, bah moi je vais partir sur. Parce que je pense que, en fait, c'est pas une question de calcul. En fait, tout mon raisonnement part du principe que c'est le grand favori pour gagner à Paris. Ça, je suis d'accord. On en Donc reparlera, déjà, mais je et suis déjà, d'accord. ça va lui faire des gros points, indépendamment de la course de Poggy. Parce que Poggy, on n'est pas sûr. Ça va dépendre de comment va se passer. Quand même, Poggy, il a d'autres trucs qui sont plus importants. Paris, ça peut être la cerise sur le gâteau, mais c'est pas un objectif. Je pense que l'étape de Paris avec la butte Montmartre, je pense que Van Der Poel, c'est un objectif. À voir comment il passe les Alpes. Et je pense qu'il va mettre, si je calcule le fait qu'il va jouer pas mal les sprints intermédiaires, qu'il peut se retrouver sur les échappées, qu'on voit maintenant qu'il a envie de le jouer et qu'il est pas si loin, hein. Il a 41 points de Jonathan Milan, c'est pas énorme. Il va mettre peut-être autant, voire plus de points sur les sprints intermédiaires, que peut-être qu'il va faire une petite placette à Valence, faut voir comment ça se passe. Et sur le fait qu'il marque des gros points à Paris, soit la victoire, soit en tout cas une place sur le podium ou quelque chose comme ça. Moi, j'espère la victoire pour lui, mais voilà. S'il gagne à Paris, il n'aura pas porté le maillot vert un seul jour, il peut le récupérer le dernier jour, le Ce jour du serait beau. podium, ça peut me fumer. Ce serait beau. Ah, En tout cas, on mais c'est une peut. grosse cote. En tout C'est une grosse cas, cote. il y a un truc qui est sûr, c'est que Jonathan Milan à Valence, il n'a pas le droit à l'erreur. Faut que ça arrive au sprint Ah, et il faut que, il faut qu'il finisse. Enfin, faut que en ça gros, il gagne, faut hein. que ça gagne ou il faut qu'il finisse dans les trois premiers. Mais si Jonathan Milan, genre, il chute dans le sprint ou qu'il a une crevaison à 3 km de l'arrivée, c'est la catastrophe totale à mon avis pour ce maillot vert. Pour qu'on avance juste avant, bah, du coup, qu'on parle des favoris au classement général et de la lutte pour les prochains jours, un petit mot quand même sur bah, l'image finalement du week-end, c'est l'abandon de Remco Evenepoel à la dé. Bon, on l'avait senti hein, déjà en grosse difficulté sur l'étape du Tourmalet. Je trouve qu'il avait plutôt bien, pas du Tourmalet pardon, du d'Otakam. Je trouve qu'il avait plutôt bien géré son débours dans le Soulor et finalement pour un mec en difficulté, il s'en était pas trop mal sorti sur cette étape. On s'est dit peut-être que c'était un jour sans, finalement ça valait mieux. Chrono. Vu la tête qu'il a tirée au premier intermédiaire, on a vite compris que ça allait être très très compliqué. Et Remco, il fait sûrement le pire chrono de sa carrière, dépassé, image terrible par Vingegaard. Tu voyais bien qu'il était HS et le lendemain, il n'y avait plus rien dans le réservoir. On l'a vite vu de lâcher. Et quand il s'écarte là de la route Pascal Encorn, tu te dis dans 2 km, c'est l'abandon. Donc, image terrible. Alors, pour tous les gens qui les gens peut-être le savent pas, hein, on vous remercie, hein, tous les auditeurs, les spectateurs, les suiveurs de Radio Fringale, on vous remercie. Tout ce que je vais dire à partir de maintenant, j'aimerais que ce soit très clair que, à titre personnel, alors je sais pas pour toi, Titien, moi, à titre personnel, je suis un énorme fan de Remco Evenepoel. Alors peut-être pas autant que toi, Titien, par rapport à Mathieu Van Der Poel, mais moi, j'adore Remco. Donc voilà, que j'aimerais que ce soit clair par rapport à tout ce que je vais dire, ce que je vais dire sur Remco, ce qui va peut-être pas forcément voilà, peut-être pas forcément être sympa pour tout le monde et compagnie, mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est que j'adore ce coureur et que il a eu certainement plein de problèmes et compagnie et qu'on lui souhaite pas. Et voilà. Bien, maintenant que ça c'est dit, Remco Evenepoel, il y a un gros problème. Déjà, premier point, Titien, je pense qu'on peut le rappeler, et je pense que tu peux également amener quelque chose là-dessus, ça fera un peu un dialogue, c'est qu'il a eu une grosse chute dont il a mis du temps à se remettre, et que clairement, on l'a vu que sur un Tour de France aussi exigeant que celui-là, quand tu essaies de jouer les contre-la-montre, les victoires d'étape, le général, il faut être tous les jours à la planche, clairement, Remco, il manque de foncier cette saison. Il n'a pas pu faire le foncier qu'il Hmm. voulait. Je pense que Titien, Ah ouais, je suis. bon, Bah faut oui, oui, rappeler il n'y a cet pas eu de élément-là. préparation hivernale et je pense que ça joue beaucoup, effectivement. Il manque de kills. Il manque de kills. Et on l'avait vu. Quand on avait fait le débrief, tu sais, des classiques de printemps, on avait vu. Il s'était d'ailleurs, juste après avoir vu ce qui s'était passé sur les classiques ardennaises, on l'avait vu qu'il manquait de foncier quand il fallait faire 250 km sur Liège. Les 50 derniers kilomètres de Liège, il est plus là, Remco, hein. Il a complètement mis la flèche à gauche. Hop, la flèche à droite, pardon. C'est terminé. Salut, au revoir. Et donc, il a même été faire chez moi, hein, il a été faire la course du Tour de Romandie, hein, donc dans ma région, pour justement faire du foncier. Il a remporté le contre-la-montre de Genève, il fait cinquième au niveau du classement général, donc il n'était pas en top forme, mais il fait du foncier, compagnie. On l'a vu sur le Dauphiné, il fait du, mais c'est très difficile
si tu bosses à cause des problèmes de chute et de donc accident qu'il a eu, c'est très difficile. Si tu fais pas le foncier de décembre, janvier, février, mars, c'est très difficile à rattraper. Et ça, on l'a vu. On l'a vu tout au long. Il a couru après la forme tout au long de sa saison. Donc une saison un peu à oublier, je pense un peu sur Remco Evenepoel, qui sur des courses d'un jour, comme un contre-la-montre, je sais pas si c'est un championnat de Belgique de contre-la-montre ou un championnat du monde de contre-la-montre ou sur une course par étape peut faire illusion, mais sur une course de 3 semaines, absolument pas. Sur une course de 3 semaines, c'est la récupération, c'est la préparation, c'est le foncier qui compte. On l'a vu avec Pogacar en 2023 avec sa blessure au niveau du poignet. On l'a vu avec Vingegaard l'année passée avec sa chute autour du Pays Basque. On le voit cette année avec Marco Evenepoel sur un Tour de France aussi exigeant, aussi difficile, tu l'as dit au début d'émission, Titien, qui roule aussi vite tous les jours, tu as du 50, du 47, du 45 km/h de moyenne. Euh, Tu peux pas ne pas avoir une préparation, jouer le général, jouer le podium et avoir une préparation qui est tronquée parce que tu as besoin d'avoir du foncier. Tu peux avoir une petite chute, on l'a vu avec Pogacar, on l'a vu peut-être aujourd'hui avec Lipovic. Tu peux avoir un petit problème durant la course. Si c'est juste superficiel, tu as la caisse derrière, tu as le foncier pour récupérer et donc les watts, tu les auras et tu vas être capable de les garder durant 2 semaines, 3 semaines, surtout pour des super champions comme ça. Remco, déjà que c'est pas un spécialiste à la base des courses par étapes, ça je pense qu'on peut le dire, Titien, c'est pas son profil de base, donc il doit faire des grosses préparations spécifiques pour arriver en forme. Si en plus tu as une préparation qui est tronquée, c'est mort. Et ça s'est senti, son niveau de performance au fur et à mesure des jours descendait, et même lui en pouvait plus. Et donc à un moment donné, je pense qu'il aurait pu se faire mal pour terminer la course, mais pour terminer quoi? Et une anecdotique, samedi, il aurait terminé l'étape, il aurait terminé à 90e place, 100e place. Donc lui, ça l'intéresse pas, c'est un gagnant. Et c'est là où je vais un peu faire un virage sur Remco. Remco, c'est encore un jeune coureur. Il est dans sa dernière année du classement des jeunes. À partir de l'année prochaine, il sera plus dans le classement des jeunes. Et Remco, c'est un super prodige du vélo. C'est un prodige absolu. On a rarement vu un coureur, un profil comme Remco dans l'histoire du cyclisme. Il doit apprendre à perdre, ce garçon. Il doit apprendre la frustration. Et c'est horrible ce que je vais dire, mais peut-être que c'est un mal pour un bien ce qui lui arrive cette saison. Parce que il a eu sa grosse chute autour de Lombardie en 2020, qu'il a tenu éloigné assez de temps, mais entre guillemets, ça n'a pas remis en cause son niveau intrinsèque, parce que quand il est revenu, il a recommencé à gagner des courses, il a recommencé à faire des résultats. Remco doit apprendre à la frustration, la défaite, comme Pogacar l'a appris, comme d'autres coureurs, Roglic, comme d'autres gros coureurs qui essaient d'imiter l'ont appris. Et Remco est dans cette passage, dans ce creux de sa carrière, où il doit se dire, ok, il y a certaines choses que je dois peut-être remettre en cause, ou améliorer, ou peut-être faire plus attention, ou peut-être travailler, je sais pas, au niveau technique sur le vélo, parce que je pense que au niveau nutrition, au niveau machin, il est déjà à un top niveau, donc il n'y a peut-être pas grand-chose à aller chercher à ce niveau-là. En revanche, peut-être au niveau de son approche des courses, peut-être au niveau de son approche mentale, peut-être au niveau de sa technique, au niveau des points qui lui manquent, comme il est arrivé tard sur le vélo, peut-être qu'il manque un peu aussi de cet instinct et de cette façon de rouler. Il tombe beaucoup, il a beaucoup d'accidents, il a de choses comme ça. Peut-être que de ce point de vue-là, il y a des choses à aller chercher, des choses à améliorer, qui vont lui permettre de passer encore ce dernier palier, qui vont lui permettre d'exploiter totalement son potentiel physique, qui là n'est pas à remettre en cause, puisque c'est un monstre, un monstre générationnel, un génie du vélo. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, Titien, mais il y a peut-être de ce point de vue-là, si il y a un rebond, en tout cas c'est ce que j'espère, là il est dans le creux de la vague, mais il y a un rebond positif pour les prochaines saisons à aller chercher pour Remco, avec une remise en cause sur certains domaines. Oui, oui, moi j'ai aucune inquiétude. C'est vrai que c'est dommage. Bon voilà, après Remco, dans tous les cas, je pense que c'est un coureur voilà, qui a des phases où ça va très bien, comme des phases où ça va pas. Effectivement, je pense que bah voilà, il manquait énormément de foncier. Je pense qu'il a fait une grosse erreur aussi au printemps. Peut-être qu'on l'a pas assez noté, mais il a voulu revenir très très vite, très fort. D'ailleurs, il gagne son jour de reprise Oui. à la Flèche Brabançonne, et puis ensuite il fait une très bonne Amstel 3 jours après, et très rapidement on se dit Remco il est trop fort, etc. Et en fait c'est comme beaucoup de coureurs qui reprennent très rapidement, qui refont des intensités sans finalement avoir le foncier derrière. Bah, ils sont très très vite très forts, et puis derrière ensuite bah, dès que les jours de course s'accumulent et la fatigue, bah, ça marche moins bien. Et sur Liège-Bastogne-Liège, déjà rien qu'une semaine et demie après sa rentrée, ça allait déjà moins bien. En Romandie il était quand même pas au top. Voilà, donc Remco,
comme tu as dit, en fait, sur des efforts courts, comme des chronos, voilà, ou les étapes punchy de première semaine, bah, il donnait bien le change parce que ça le mettait pas trop en difficulté, mais dès que la Talent. course s'emballait de loin, bah là c'est clair que voilà il a pas le foncier et puis surtout il a pas la possibilité d'être à son niveau optimal tous les jours donc voilà mais pour moi après il y en a beaucoup qu'on en fait des caisses écoute il va se reposer il va se reconstruire et il va revenir il y a encore beaucoup d'objectifs sur la fin de saison voilà, écoute, c'est un échec, mais qui peut s'expliquer par beaucoup de circonstances. Et puis, Remco, dès qu'on l'enterre, il se relève toujours plus fort. Donc voilà, en 2021, bah, il revient avec son Giro là, complètement raté. C'est vraiment pas tip-top. Et 2022, il sort une saison exceptionnelle, il fait les vélos d'or. 2023, c'est de nouveau assez compliqué. 2024, il sort une saison exceptionnelle. Donc voilà, à chaque fois, il s'est très très bien relevé Remco de ces différents entre guillemets échecs, hein, mais voilà donc j'ai aucun doute que comme tu as dit il est très jeune et voilà enfin voilà pour moi je le vois toujours d'un jour possiblement gagner le Tour de France, regagner un autre grand tour que ce soit un Giro etc. Enfin j'ai aucun doute que qu'il va continuer à garnir son palmarès et nous régaler donc voilà écoute c'est un mauvais moment à passer Après, on mais ça ira est. mieux. Après, il y a aussi peut-être, mais là, de nouveau, c'est une hypothèse. Il y a aussi peut-être, on le sait, mais alors ça, je ne fais aucun jugement de valeur dessus parce que c'est la vie de chacun. Mais on sait que Remco s'est marié et s'est converti à la religion de son épouse récemment. C'est peut-être aussi au niveau la façon de s'entraîner, de la façon peut-être de consommer certaines choses, la façon peut-être dans son train de vie quotidien, il y a peut-être aussi des choses à encaisser, à, à se réadapter. Donc je sais pas du tout pour faire de la polémique à deux ronds, hein. C'est juste, j'essaye d'un point de vue physiologique, biologique, d'un point de vue mental, au niveau du sportif, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est la performance, d'essayer de peut-être, il y a peut-être aussi un point à aller chercher là-dessus. Peut-être qu'il y a des adaptations dans son mode de vie, comme il grandit en tant qu'homme. C'est aussi, faut pas oublier, c'est pas que des machines, c'est pas que des sportifs, c'est aussi des êtres humains. Et Remco, on sait qu'il a un sacré tempérament aussi, qui doit encaisser pas mal de choses. Peut-être que ça aussi, il va devoir prendre peut-être quelques mois, quelques années pour le digérer. Et comme toi, j'ai aucun doute du fait qu'il va revenir plus fort. Peut-être aussi, pour terminer sur le chapitre Remco, peut-être aussi réadapter un peu son calendrier, peut-être viser autre chose. Peut-être qu'une préparation pour les classiques ardennaises, c'est peut-être pas un terrain de chasse. Je suis en train de me poser la question, je me dis peut-être que faire d'autres types de courses au printemps, peut-être plus de courses d'une semaine, peut-être revenir sur le Giro un jour ou l'autre. Peut-être que c'est quelque chose sur lequel Remco doit peut-être réfléchir en disant une préparation spécifique pour les classiques, pour après viser le Tour de France. Enfin voilà, je sais pas, il y a peut-être au niveau du calendrier, peut-être d'autres parcours sur lesquels on aimerait bien voir Remco. Alors évidemment, on a toujours envie de le voir sur les grosses courses, on a toujours envie de le voir évidemment sur les championnats du monde ou les championnats nationaux de contre-la-montre. Ça c'est normal, il sera toujours le favori, c'est le meilleur rouleur du monde. Mais peut-être, je sais pas, moi, à titre personnel, Titien, s'il se remet bien, j'aimerais bien, après là, il faut qu'il se repose un maximum, mais typiquement, moi, j'aimerais bien le voir sur les classiques canadiennes, par exemple, une saison. Je pense que c'est des courses qui peuvent bien lui convenir. Les classiques canadiennes ou les courses de fin de saison comme ça pour regagner des courses d'un jour, des choses comme ça. On l'avait vu, tu vois, on a vu sur la Flèche Brabançonne. Je pense que c'est des courses qui peuvent bien lui convenir. Et ben si t'as pas un puggy au départ, ben tout de suite t'as des grosses chances d'être dans le haut du tableau, quoi. Oui, oui, et puis je pense qu'on pourra ça pourrait être l'objet d'une émission à l'intersaison là sur Remco. On sait qu'il va probablement changer d'équipe hein, à l'intersaison, donc il y a des Ouais, il y gros a ça bruits en tout aussi. cas. Donc voilà, on aura le temps d'en reparler, je pense. Voilà, quand on fera nos émissions d'intersaison, nos émissions mercato, prédictions pour l'année prochaine, ce qu'on attend de Remco Evenepoel, mais Aussi, ça doit comment peser. voilà, ça doit aussi peser. Aussi, ça Écoute, doit peser sur le moral, ouais. ouais, ouais, mais écoute, on verra tout ça, en tout cas, qui se repose bien, et qui déjà il se repose et qui se reconstruise pour nous faire une belle fin de saison, tu l'as dit, comme il y a des beaux Tiens, objectifs. pronostic? Sur. Tiens, pronostic pour toi, comme ça tu réponds. Jusqu'au samedi, est-ce qu'on a vu la dernière étape du Tour de France de Remco avec un maillot de la Quick Step? De la Lotto, Ah oui, enfin, oui, Enfin, Soudal, quoi. dans mon avis, Soudal Quick Step. alors, voilà, je suis pas dans le secret, mais les bruits sont assez insistants, donc voilà, on va peut-être pas en disserter maintenant, mais à mon avis, Remco Evenepoel, on a vu sa dernière apparition avec ce maillot sur le tour. Voilà.
Bon, Enfin, il chapitre avait le suivant. maillot blanc en plus, donc bon, c'était pas vraiment le maillot de la Soudal, mais écoute, bon, ça on en reparlera quand les choses se seront officialisées. Pour clôturer l'émission, je te propose de Transition maillot blanc, du coup. Pardon? Transition maillot blanc, du coup, parfaite, puisqu'on parlait du maillot blanc. Eh bah oui, 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 transition parfaite sur le classement général. Hein. Alors, je préfère, si ça te va, on va commencer par Pogacar, Vingegaard. Je pense que ça peut aller vite là-dessus. Je pense que on parlait d'un duel au départ de ce Tour de France. Maintenant que les Pyrénées sont passées, bah, moi je suis assez résigné. Je sais pas ton avis, mais je pense que Jonas Vingegaard, même s'il dit qu'il va continuer, et je pense qu'il continuera, dans un coin de sa tête, il sait que c'est terminé. Moi, ce sera fini entièrement au col de la Loze. Ok. Je suis d'accord que pour l'instant, il y a 90 pour l'instant, il y a 99% de chances que Tadej Pogacar remporte ce Tour de France avec le même scénario. Pour moi, ce sera le Vingegaard va totalement, enfin pas totalement, mais Vingegaard va abdiquer, comme l'année passée, tu sais, l'année passée sur l'étape d'Isola 2000, où vraiment là on a senti, ben, c'est la dernière quoi, j'arrive pas à la voir Isola 2000, c'est foutu. C'est pareil pour le col de la Loze jeudi. Si jeudi soir, c'est le même scénario que dans les Pyrénées, c'est-à-dire que Vingegaard se fait battre au sprint au sommet, ou alors qu'il prend une pilule comme à Otaka, mais qui prend 1 ou 2 minutes. Voilà. Mais moi, je pense que jusqu'au Ventoux, il va essayer. Je pense que sur l'étape de la Loze, ils vont peut-être attaquer de loin, ils vont peut-être tenter des choses. À voir si UAE est plus fort, ben UAE est plus fort. Ce sera totalement terminé au col de la Loze. Pour moi, Vingegaard dira bon, ok, t'es plus fort, j'ai perdu, voilà, machin, etc. Après, est-ce qu'il va réussir ou pas? Moi, j'espère qu'il va réussir à faire quelque chose. Non pas que je suis contre Pogacar, bien au contraire, mais c'est pour Suspense. le suspense. Ouais, et puis je le sens bien, je sais pas pour toi, je sais pas pour toi, Titien, je le sens bien, il est sur une bonne pente, Vingegaard, sur les 3 étapes. Il était à la rue, hein, on va dire un petit peu, enfin à la rue, c'est difficile de dire à la rue quand tu finis deuxième, mais il était un peu vraiment bien battu à Hautacam. Par contre, les 2 autres jours, il était mieux. Donc peut-être que dans les Alpes, ça peut mieux lui convenir, et pourquoi pas, alors je pense pas renverser le Tour de France, mais pourquoi pas aller chercher une belle victoire d'étape. Euh, Ça va quand même être compliqué parce qu'au niveau du jump, mais on ne sait pas, Pogacar peut peut-être concéder, je sais pas, 10, 20 secondes euh, sur un petit coup de fatigue. À force, le garçon, on ne sait pas, hein, avec l'altitude, les Alpes, la multiplication des efforts. Moi, je sais pas, j'ai pas encore totalement renoncé. C'est quand même très très bien parti pour Pogacar. Je suis pas en train de vendre un faux suspense, mais je me dis que Vingegaard va encore essayer. Malheureusement, que s'il y avait 1 minute d'écart, je dirais, bon, voilà. Malheureusement, il y a 4 minutes, et c'est ça qui rend le problème. C'est-à-dire que même s'il arrive à décrocher Poggi, à moins que Poggi nous fasse une Col de la Loze 2023 ou une Granon 2022, c'est le seul scénario dans lequel Vingegaard arrive à lui reprendre 4 minutes. Ah Mais ouais, ça me ouais. En paraît quand fait, même compliqué. le scénario de la troisième semaine, je pense Ça me qu'il va paraît aussi compliqué. dépendre du Ventoux. Si au Ventoux, Vingegaard, il l'accroche, ou même, imaginons, dans un monde que j'arrive pas à imaginer, mais qui prennent même 5 secondes sur Pogacar, il pourrait se dire, bon, bah, peut-être qu'il est prenable ou que je peux tenter quelque chose. Et là, je le vois attaquer de loin dès la Madeleine dans l'étape de la Loze. Par contre, s'il se prend encore une bonne Je pense minute, qu'il le croche au Ventoux. tu penses que? Je pense qu'il le croche au Ventoux. Ah ouais? Ouais, je pense qu'il le croche au Ventoux. Je pense qu'il le croche au Ventoux et que alors, si je dois mettre une pièce, je dirais Pogacar gagne au sprint sur le jump. Ouais, Sur je le peux jump aussi. dans le dernier dans le dernier virage, là, la dernière rampe vers l'observatoire. Je pense qu'il le chope au jump, mais je pense que Vingard le croche bien et va bien lui casser les pieds dans le Ventoux. Ouais, mais par contre, Pogacar, il Vraiment. va la vouloir. Hein. Il avait pris cher il y a 3 ans quand Oui, oui, Vingegaard avait oui. attaqué. Donc, en fait, ouais. 4 ans. Et par contre, si Vingegaard se prend encore une minute au Ventoux, là, il y aura rien à Oui. espérer des 2 étapes des Alpes. Enfin, ça veut dire que vraiment, il pourra plus rien faire. Donc, ça va dépendre de ça. Et par contre derrière, il y a. Alors, est-ce qu'il y a vraiment lutte finalement? Parce que moi, Florian Lipovic, on en avait parlé. Hein, il fait une saison déjà qui était incroyable. Depuis sa révélation l'année dernière, cette saison, il a vraiment été hyper constant. Hein. Deuxième de Paris-Nice, troisième du Dauphiné, autour du Pays Basque. Bon, il fait un bon classement, mais
c'était à défaite course, sinon c'était quasi au niveau de Joe Almeida. Et puis là, sur ce Tour de France, on s'était dit, si en première semaine, ah voilà, il est un peu moins présent. Et c'est vrai que sur ces étapes punchy, il était un peu en difficulté, Lipovitz. Mais dès que c'est des cols longs, il est quand même impressionnant. Et puis lui, il tente carrément de suivre. On l'a vu encore samedi, Pogacar et Vingegaard. Pour moi, il est quand même très très solidement installé, d'une sur ce maillot blanc, et de deux sur cette troisième place du classement général. D'autant que lui, contrairement à son poursuivant direct qui est Oscar Henley, il a des références sur 3 semaines avec sa Vuelta l'année dernière, ce qui n'est pas vraiment le cas de l'Écossais. Ouais, ben, moi j'aime bien cette lutte pour le maillot blanc. Alors après, il faut quand même se dire que c'est pour cette lutte pour le podium, parce que pour moi, ben, le maillot blanc sera le troisième sur le podium, un peu comme l'année passée. Il profite beaucoup de pas mal d'abandons et d'absence de certains coureurs au niveau du général. Ben, déjà en premier lieu, Almeida, qui pour moi, au niveau de la forme de cette saison, était le troisième homme, on va dire, le troisième meilleur. S'il y a pas dans un scénario où il n'y a pas d'abandon sur chute ou choses comme ça, il y a Poggi et Vingard en 1 et 2, et pour moi, Almeida, c'était le troisième. Au vu de ce qu'il a montré cette saison, au vu de sa forme et compagnie, il était légitime à jouer cette troisième place avec Lipovitz, avec Remco à 100%, des gars comme ça. Il y a Remco qui a abandonné, il y a Skelmose qui a abandonné. On a vu aujourd'hui, petite info, Lennart Van Helvelt, hein, qui était non partant ce matin. Je sais pas, malade ou voilà, outre ça. Il y a une chose sur Lipovitz, c'est qu'effectivement, je suis d'accord avec toi à 100% sur ce que tu as dit. Il est tombé aujourd'hui, hein, dans la chute en début de course, où notamment Alaphilippe est tombé sur l'épaule, voilà, Lipovitz est tombé. Alors, ça a l'air d'aller hein, pour l'Allemand, on espère pour lui, mais à voir s'il n'y a pas de séquelles. C'est le petit caillou dans la chaussure, mais sinon, effectivement, il tient bien par le manche. En plus de ce que tu as dit au niveau des références, machin, il faut pas oublier, il a 1 minute 30 d'avance sur Oscar Henley. À moins d'une grosse défaillance, je vois pas comment Oscar Henley, que j'aime beaucoup, mais qui est encore jeune, peut reprendre 1 minute 30 à Lipovitz sur les trois arrivées en côte des Alpes, donc la Plagne, Mont Ventoux, évidemment le col de la Loze. Euh, ouais, je pense que ce sera pas mal pour Lipovitz, hein, troisième, maillot blanc. Il n'y a pas Almeida, il n'y a plus Almeida, il n'y a plus Remco, donc j'ai envie de dire le, l'horizon est ouvert pour cette équipe Bora. Et malheureusement pour votre Kevin Vauquelin national, j'ai peur que quand même des gars comme Roglic ou Félix Gall finissent par lui passer devant dans les Alpes au niveau de cette lutte pour le top 10. Autant je pense que Kevin Vauquelin, à moins d'une grosse craquette, mais à mon avis, il va s'accrocher et bien parti pour avoir ce top 10. En revanche, je pense que le top 5, ça va quand même être compliqué, Titien. Ouais, ouais. Bah, sur Lipovitz, rien de plus à dire pour moi. Voilà, il fera un très très solide troisième et il s'annonce déjà comme un cadre des grands tours. Et alors le leader, j'allais dire de la Red Bull sur les prochaines années, en tout cas le co-leader, si un certain Belge le rejoint, en tout cas ils auront deux Inzari solides. aussi. Pardon? Et Oui, Pellizzari Pellizzari, aussi, à la Red Pellizzari, Bull. Bon. effectivement, Pellizzari, voilà. Enfin, en tout cas, Red Bull va être présent, en tout cas, à défaut de l'être assez sur les classiques, Ah, en ils tout ont cas des sur les gros grands coureurs tours. d'avenir là-dessus. Sur les grands tours, ils ont des coureurs, et ma foi, des coureurs plutôt sympathiques, donc ça c'est chouette. Ouais, comme tu disais, Oscar Onley, pour moi, pas une menace, et Oscar Onley, il va surtout devoir regarder très très fort derrière lui, comme Kevin Vauquelin, parce que moi, il y a un coureur que je vois finir le Tour en France en boulet de canon, c'est Félix Gall. Impressionnant sur les Ah pentes oui. quand même, hein, de super bannière, puisqu'il finit à 3 secondes, 4 secondes de Jonas Vingegaard. Pourtant Vingegaard, t'as senti qu'il avait bien tout donné dans la montée, donc Félix Gall, j'ai l'impression que voilà, petit à petit on est en train de retrouver le Félix Gall qui avait disparu l'année dernière, le Félix Gall de 2023, celui qui gagnait au sommet du col de la Loze et qui était capable dans la dernière étape du Tour au Markstein de rivaliser avec Pogacar et Vingegaard. Félix Gall, il est à quoi? À 3 minutes de la quatrième place d'Oscar Onley. Alors, il est très fort, Oscar Ouais. Onley. C'est une super révélation pour ce Tour de France. Et je pense qu'il fait 2,42. 2,42. Une étape comme celle du col de la Loze que Félix Gall a gagné il y a 2 ans. Si Félix Gall, Oui. il décide comme il l'avait fait d'embrayer dès la Madeleine, par exemple, lui, le pur grimpeur, je pense que ça peut faire très très cher à l'arrivée. Donc, déjà, Oscar Onley, je pense que il va falloir regarder derrière lui, tout comme Kevin Vauquelin notamment, hein, tout comme même Primoz Roglic. Moi, Roglic, quand même, il me fait pas. Il a fait illusion sur le chrono parce que ça durait 20 sur une ascension de 20 minutes comme ça. Il est très très fort, mais Roglic, j'ai l'impression qu'en termes d'endurance, dès qu'on enchaîne l'école, il est au bout de sa vie et que du coup, même malgré ses talents d'escaladeur, il est trop fatigué pour peser. Donc tous ces mecs-là, Only, Vauquelin,
Roglic, moi je les vois bien se faire passer par Félix Gall qui a que du terrain de jeu pour lui devant lui. Donc voilà, si je devais parier, moi à date, je dirais quatrième du tour Félix Gall et cinquième Oscar Onley. Derrière Kevin Vauquelin, pour moi, Ouais. franchement, je le vois bien quand même tenir son top 7. La menace derrière, ce sera Tobias Johansen. Mais franchement, s'il a pas de craquante, Carlos Rodriguez, il reprend du temps. Il est 9 du général, mais il fait beaucoup de coups en échappée. Je ne trouve pas impérial en montagne. Derrière, c'est Roglic, il est qu'à 13 secondes, hein. Ouais, Roglic, franchement, Roglic, sur les deux étapes hors chrono, il a été quand même très très mauvais. Il explose complètement à Super Bagnères. Je crois qu'il finit derrière Vauquelin, hein, attends, je veux pas te dire de bêtises, mais classement de Super Bagnères, Roglic, non, pardon, il finit pas derrière Vauquelin, mais il finit pas Ouais. longtemps devant, hein, C'est ça que je à dis. seulement 10 secondes, à seulement 15 secondes devant Kevin Vauquelin. Donc, ouais, Ouais, mais il y a 17 secondes. Enfin, il y a 13 secondes, hein. Pour moi, Roglic, s'il n'y a pas de problème, ça termine quand même devant ah, tu Kevin penses? Vauquelin, malheureusement. Bah écoute, en fait, Kevin Vauquelin, moi, il m'impressionne mine de rien, parce que je pense que toi et moi, on Oh, pouvait se c'est dire, incroyable ce qu'il fait. voilà, c'est quand même fou, c'est peut-être un peu le rayon de soleil côté français de ce Tour de France. Donc voilà, c'est quoi, il me fait un peu penser à Christophe Moreau en son temps, quand il était avec tous les cadors et qu'il essayait de tenir son top 10 dans les années 2000, là, donc il est là, il n'avait pas vraiment de référence en montagne, Kevin Vauquelin, franchement, il en avait en moyenne montagne, mais en haute montagne, moi je le voyais craquer et finalement il est toujours là, donc attention parce que on peut tenir 2 semaines, mais on sait souvent que les états de forme de la troisième semaine, ils peuvent beaucoup s'inverser. On a quand même l'étape la plus difficile de ce tour. On rappelle 5500 mètres de dénivelé. C'est une des étapes de grand tour les Jeudi, plus ouais. dures du siècle, à mon avis. Ce jeudi, à 3 jours de l'arrivée, enchaîné ensuite le lendemain avec une étape à 4500 de D+. Voilà, tout peut être encore remis en question, mais si je dois donner mon avis à ce moment-là, je dirais que Kevin Vauquelin peut terminer, en tout cas, il terminera dans les 7 premiers de ce Tour de France. Ouais. Moi, vu ce qu'on a vu, on va parler après des étapes, mais vu ce qu'on a vu à Super Bagnères, jeudi, c'est peut-être la seule vraie chance, parce que sur une course de côte, ça va être difficile, c'est peut-être la seule vraie chance de Vingegaard pour relancer le tour, tu vois. Enfin, pour retourner le tour, sa seule chance, c'est jeudi, que ce sera très difficile de faire des écarts sur le Ventoux. Et moi, par rapport à ce top 10, ma petite prédiction personnelle, c'est qu'on a fait en début de Tour de France. Moi, j'espère très fort une craquante de Roglic, parce que c'est le seul qui m'empêche de valider ma prédiction, c'est-à-dire 10 nationalités différentes dans le top 10. Parce que Ah, c'est la seule nationalité qui est en double, c'est les Slovènes. Mais si ah, tu t'es pas regardes, il y a mal un là, t'es pas Français, un mal. Allemand. Attention, Oui, mais c'est la Jordan seule. Et le Jega, problème, Jordan Jega est pas loin pour entrer dans le top 10 non plus, hein. oui, oui. Mais tu sais qui c'est qui me pète ça? C'est Jorgensen qui a fait exprès de perdre du temps. Parce que sinon, un Américain, tu Ah, remplaces Jorgensen par Roglic. Et en fait, voilà, c'est mon problème. C'est que moi, j'avais bien senti le truc, mais entre l'abandon d'Almeida, qui est le seul vrai Portugais qui joue le classement général, l'abandon d'Almeida, l'abandon de Remco, donc pour la Belgique, et l'envie naturelle de perdre du temps de Jorgensen, du coup, effectivement, ça fait qu'il y a plus de Français, plus de Slovènes, plus potentiellement aussi d'Espagnols ou de choses comme ça. Donc ils me mettent dans la dope par rapport à mon pronostic. Mais j'étais pas loin. Franchement, j'étais pas loin. Mais je comptais sur Almeida et Remco. Et Jorgensen. Parce que du coup, voilà, il suffisait que Roglic soit hors du top 10 et j'avais ma prédiction qui était bonne. Mais enfin, voilà, c'est un petit détail. bah écoute, on espère que ça va le faire pour ta prédiction. Je te propose de terminer l'émission avec un petit prono des 3 prochaines étapes. Donc demain, c'est journée de repos. Mardi, c'est le Ventoux. Bon, vu le profil de l'étape, hein, que je vous mets sous les yeux, là, si vous regardez sur YouTube, c'est du plat et encore du plat, comme dit sur Pro Cycling Manager. Et puis d'un coup, ça va taper la tête dedans, comme dirait Jackie Durand, et les 20 bornes de l'ascension du Ventoux par Bédouin. On va pas se le cacher, je pense que Tadej Pogacar, il a coché cette étape depuis longtemps. C'est une étape Oh où oui. il a été en difficulté. Son équipe va pouvoir contrôler une échappée à 2-3 minutes assez facilement. D'autant plus que beaucoup de coureurs vont vouloir s'échapper, que ça va mettre du temps, etc. Enfin voilà, je pense que ça peut être. Et puis du coup, il y aura peu de gros grimpeurs dans l'échappée, à mon avis, parce que du coup, ils vont avoir du mal à s'échapper sur le plat. Je vois mal cette étape échapper à Tadej Pogacar. Ah non, bah, l'échappée, ce sera Milan, Van Der Poel, Ouais, c'est Binay possible. Girmay. C'est ces mecs-là, hein, parce qu'il y a le sprint à Châteauneuf-du-Pape après 112 km. Puis après, ben, ça va commencer à avoir des petits faux plats jusqu'à Bédouin. Et puis, tu le vois bien le trio, ben, Polite qui va faire le plat,
Et puis après, tu vois bien le duo Wellens-Narvaez au pied du Ventoux. C'est genre, Ouais, pendant c'est 2 possible. kilomètres. Parce que Wellens, aujourd'hui, tiens, tu vois, ça, c'est aussi l'intelligence d'un mec comme Pogacar et d'un mec comme l'UAE, parce que toutes les décisions sur le Tour de France du UAE, je pense, sont discutées entre le management, mais aussi avec Pogacar. Je pense qu'il n'y a aucune décision qui n'est pas validée par Pogacar. Ça, je pense que, voilà, j'apprends rien à personne. L'intelligence d'un mec comme Pogacar en disant, oui, oui, Tim peut aller faire son étape, machin. Le gars va lui rendre au centuple ce qu'il lui a donné aujourd'hui, parce qu'il est tout content, du coup, il a son moral boosté à 100%. Tim Wellens, il va lui faire un pied du Ventoux. Il va dire, tiens, je vais te rendre. Il va dire, je vais te rendre pour, tu vois, genre tout ce que, enfin voilà, cette magnifique victoire que j'ai eue aujourd'hui grâce à ça, parce que le fait d'être chez eux, comme on l'a dit en début d'étape, lui a permis d'avoir cette victoire d'étape, et je ne vais pas revenir sur l'étape d'aujourd'hui puisqu'on parle de celle du Ventoux, mais j'imagine bien Wellens être boosté dans cette 3e semaine pour faire, alors qu'il a en plus une très très bonne forme, mais faire encore plus les petits pourcentages en plus d'efforts en disant je vais te mettre très bien, parce que Poggi va lui dire je la veux celle de mardi, et Wellens va dire pas de souci mon gars, je vais te mettre au pied, tu vas être à Bédouin dans les meilleures positions, et tu n'auras plus qu'à hop, un petit tempo de Narvaez et d'Adam Yates, et c'est parti au milieu de la forêt, là, Poggy, après un ou deux virages, là, qui va nous faire exploser tout ça. La grande question, Titien, est-ce que Vingard tient? Parce que même s'il tient, au sprint, ça paraît quand même compliqué pour battre Poggy. Non, je pense que Poggi va exploser la concurrence. Il a une vengeance à prendre. Je pense qu'il attaquera pas du pied non plus, hein, mais oui, je vois bien, tu vois, l'attaque juste avant le chalet Reynard, quoi. Et puis ensuite, Vingegaard qui résiste et qui La finit Froome? à la Froome, peut-être encore plus impressionnant Assis? que Froome. Assis à la Froome? Ah bah, de toute façon, Pogacar, il est très souvent assis, donc non, non, mais voilà. Enfin, moi, mon C'est ce que je te scénario, dis, donc peut-être qu'il... c'est une belle victoire de Pogacar. Vingegaard qui résiste bien, parce que je pense que l'écart peut se resserrer entre les deux sur cette dernière moitié de tour, mais qui concède encore, ouais, peut-être une trentaine, quarantaine de secondes. Mais non, je pense que Tadej Pogacar, il s'était pris 45 secondes exactement dans la montée du Ventoux par Vingegaard. Je pense qu'il va essayer de lui remettre exactement ce qu'il lui avait mis pour. Et puis en plus, je pense que Pogacar, s'il veut s'éviter une étape de folie sur le col de la Loze, parce que si Vingegaard, il se dit, je perds zéro temps sur Pogacar ou même je le bats, il se dit à la Loz, je tente mon va-tout, je me dis qu'il y a peut-être une ouverture. Là, si Pogacar, il lui remet encore la tête sous l'eau, Vingegaard au col de la Loz, à mon avis, il attaquera dans la montée finale, mais il fera pas péter l'étape de loin. Donc voilà, c'est mon avis. Je vois une victoire de Tadej Pogacar pour asseoir définitivement sa domination sur ce Tour de France. Ok. Est-ce Ouais, et que puis comme, c'était... comme tu dis, il y aura que des sprinteurs à l'avant et il va faire rouler pour que l'écart soit en dessous des 5 minutes au pied du, il va filtrer l'échappée avec Polit, Wellens et toute la bonne compagnie. Ils vont rouler pour rester à 3-4 minutes. Voilà. Puis, de toute façon, sur des mecs comme Van Der Poel, en quelques kilomètres, cet écart, il sera repris. Donc, ce qu'ils doivent éviter, les UAE, c'est de laisser trop de minutes à un bon grimpeur, à un mec qui, voilà, un type profil Arensman. Mais ça va être difficile pour eux de prendre l'échappée, comme tu as dit. Et s'ils font ça, effectivement, il faudrait vraiment que Poggi soit dans un mauvais jour pour que ça lui échappe. Et que, du coup, ça tombe dans l'escarcelle de Vingard. Parce que ça sera forcément pour un des deux. Donc voilà. Le lendemain, alors la dernière possibilité pour les sprinters, entre Bolène et Valence, une étape, c'est vrai, sans trop de relief, il y a deux, trois petites côtes, mais bon, on n'est pas non plus sur une étape très très compliquée. Après, la question c'est, est-ce que les équipiers en dernière semaine seront contrôlés? On sait que Tim Merlier est encore là, on sait que Jonathan Milan est encore là, on sent que c'est dur pour ces sprinters, hein. Ils sont complètement carbo. Malgré tout, je pense que s'ils s'accrochent, alors Milan c'est pour le maillot vert, mais Merlier s'il est encore là, c'est qu'il vise cette étape. Moi j'ai un doute, je vais te le dire, j'ai quand même un petit doute. Il y a quand même des mecs, si une échappée de costaud se forme, tu vois, là je me dis dans le col du Pertuis au bout de 60 km, les équipiers ils sont complètement morts. Si t'as vraiment des costauds, et on l'a vu rien que sur une étape de première semaine où Van Der Poel et Rickaert étaient à l'avant, ils ont quand même failli battre un peloton où tu sens bien que les équipes de sprinters, elles sont un peu faiblardes face à des mecs hyper forts. Voilà, je pense que sur des étapes comme ça, en dernière semaine, je vois la victoire de Mohoric par exemple sur le Tour de France 2021, il y avait Nils Politt qui en avait gagné une belle comme ça, donc
Voilà Christophe Laporte finalement qui avait réussi à éviter un sprint massif en 2022. Donc il y a pas mal d'exemples comme ça, d'étapes de dernière semaine plate où finalement les sprinteurs gagnent pas. Donc écoute, pour moi, je dirais que c'est 50-50. J'ai pas vraiment de... Si ça arrive au sprint, je vois bien Milan s'imposer parce que je pense que Merlier il est complètement carbo. Mais après, le scénario échappé de costaud qui résiste me semble pas non plus hyper improbable. Moi, je vais miser sur le sprint et je vais te dire pourquoi. Il y a trois raisons. Déjà, l'étape est courte, elle fait que, entre guillemets, que 160 km. Donc, c'est moins de 4 heures de course sur un profil comme ça. Donc, ça demande moins. C'est pas une étape de 200 bornes avec plein de côtes et de trucs de profil à contrôler. Et il y a un autre élément, il y a deux autres éléments. Il y a déjà le fait que le jour d'avant au Ventoux, bah, entre guillemets, c'est qu'une montée sèche. Donc si les sprinteurs arrivent à Bédouin, après ils peuvent faire leur montée, on va dire, à leur tempo et arriver au sommet du Ventoux. Bah, ils vont galérer pendant 15 km, mais entre guillemets, c'est pas une étape de haute montagne où ils ont 60 ou 50 ou 60 km de montée. Tu vois ce que je veux dire? Donc un peu moins galère. Ils ont eu le jour de repos, ils vont avoir le jour de repos demain. Donc je pense que c'est un peu leur dernière force. Si cette étape était arrivée après les deux étapes alpestres, je serais totalement d'accord avec toi. Il n'y aurait pas eu de force pour rouler. Là, ils auront peut-être encore les dernières forces, on va dire, à lancer dans la bataille parce qu'ils auront un peu pu se reconcentrer sur les derniers jours. Et des points, il y a l'abandon de Remco. Et le fait d'abandon de Remco, ça fait que toute l'équipe Soudal va maintenant rouler pour Team Merlier. Et que c'est, comme on l'a dit, sa dernière occasion, parce que Paris, ça va être un peu compliqué dans la Il n'y a vie de plus Montmartre personne pour chez un Soudal. pur Hein. sprinter comme Team Merlier. Ils, ils ont perdu Cataneo, ils ont perdu Remco. Alors, si t'enlèves Merlier qui va pas rouler et son lanceur Van Lerbergue qui va rouler, derrière qui va pas rouler, ça laisse trois coureurs dont Valentin Paré-Pinte pour rouler. Moi franchement, la Soudal, il m'impressionne pas des masses. Hein. Pour aller rouler, chercher une échappée, franchement, à part Non, mais Pascal ils vont rouler en Encorn, plus. ouais, Non, ouais. mais tu vois, des Van Wilder, des Charman ou des gars comme ça que tu gardais un peu pour Remco, bah, t'as aucune raison de garder maintenant, il n'y a plus Remco. Donc c'est ta seule chance. Et après, peut-être que tu envoies Paré Peintre dans les étapes alpestres, tu l'envoies dans les échappées. Donc voilà, mais c'est ce seul truc que tu vas jouer. Tu vas pas pouvoir gagner. Enfin, il y aura Valentin Paré Peintre dans les étapes, peut-être l'étape de la Plagne ou l'étape de la Lose. Tu sais bien que tu vas pas pouvoir jouer grand-chose au Ventoux. Et donc, du coup, ta dernière chance, c'est que ça va être très difficile de jouer quelque chose pour cette équipe, l'étape à Paris. Et donc, du coup, Valence, c'est ta dernière chance. Donc, Ouais, mais est-ce que ce sera assez costaud si t'as pourquoi des pas mecs, si t'as des mecs qui s'échappent t'as ça, t'as la Trek. Ouais, mais bon, ils sont pareil. Il faut que tu gardes un ou deux lanceurs. Il y a plus qu'Elmoseux. Ouais, je sais pas, mais tu sais, sur les étapes plates de fin de grand tour, on l'a vu sur le Giro, hein, dans la dernière étape du Giro, il y avait une étape toute plate, c'est un groupe d'échappés et Nico Denz qui va la gagner. Hein. Donc moi, je suis vraiment pas... C'est 50-50 pour moi. Ah oui, oui, donc Et ça va Milan, être il est disputé. Hein, ça complètement va cuit. Hein. être. Ça... Enfin, Mais moi, Merlier, c'est encore pire. Hein. Enfin, vraiment, ils sont morts. Ils sont morts. Donc oui, il y a une probabilité, mais je pense c'est que... Laurence au sprint. Non, non, mais C'est non. Laurence au sprint. Mais On je y pense croit. Allez. que je donne, voilà, je dirais pas attention. Il y a aussi des mecs, tu vois, je pense à des mecs comme Matej Moric, il gagnera pas l'étape de samedi, c'est trop dur. Malgré tout, je viens de regarder le profil, il y avait quand même beaucoup de boss. On a bien vu que il y a plein de coureurs qui ont compris aujourd'hui qui seraient limités. Donc je vois bien quand même pas mal d'équipes partir à l'assaut sur cette étape en se disant s'il y a une échappée quand même de costaud qui part, on peut résister au peloton et j'ai ma chance. Donc voilà, écoute, on verra bien, mais c'est bien au moins on a Et deux s'il y a une scénarios. échappée, Titien, Ah bah là, c'est très et compliqué, Titien, mais s'il y a une échappée qui va au bout, tu veux mon avis? une échappée, il va au bout, est-ce que ce serait pas la chance des Français? Si le scénario échappait, évidemment. Non, j'y crois pas, tu vois, je veux bien une scénario. Tu vois, bizarrement, un petit Nils Polite qui se retrouverait par hasard dans l'échappée, là, ah mince, bah, j'ai Ah, suivi, arrête avec à c'est 40 bon, km de l'arrivée, ah bah j'y vais, sur le plat, personne me suit, et puis non, bah écoute, Nils Polite, il avait gagné une étape comme ça sur le Tour de France en 2021, il me semble, donc ouais, bref, il n'aura écoute, en pas de tout bon cas, non, parti, il non, doit protéger Poggi. on n'a pas de Français sur le plat, peut-être un Turgis, mais non, franchement, très honnêtement, je crois pas que c'est l'étape sur laquelle on a une chance de victoire. Ah non, Pour moi non plus, mais s'il y a le scénario échappé, pourquoi pas, oui, je sais oui, pas. pour bah écoute, en tout cas, écoute, on verra ça mercredi soir,
Mais ouais, ça peut être sympa. Et puis, bah, pour conclure, on va se faire la preview parce que je pense que notre prochaine émission sera jeudi soir prochain. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire. La preview de l'étape de jeudi, la fameuse étape la plus dure de l'étape reine de ce Tour de France, l'étape du col de la Loze. Je vous mets le Ouais. profil sous les yeux, c'est monstrueux. Franchement, j'ai rarement vu, bon, on va pas refaire toute l'étape, C'est débile! mais j'ai rarement vu une étape aussi monstrueuse, 3 hors catégorie. Le Glandon, alors le Glandon, tu crois que tu vas t'en sortir, mais c'est une montée par palier qui fait très très mal, qui te paraît infinie. Et puis déjà, tu auras ce long faux plat montant, il y aura le sprint intermédiaire qui va bien casser les pattes de tout le monde. Le Glandon, tu le redescends, il n'y a pas de vallée, et là, t'enchaînes la Madeleine. Et là, la Madeleine, c'est un monstre, hein. On a quasi 19 bornes à 8% de moyenne. Il n'y a pas un seul replat dans la Madeleine, donc c'est vraiment par la chambre, par son côté le plus difficile. C'est très très compliqué. Une redescente, une grosse dizaine et 15 km 15 km de vallée, où là, si on met des stratégies en place, des équipiers pourraient être très très importants. Et puis cette montée de la Loze. Alors le pourcentage moyen, c'est vrai que c'est pas le côté le plus difficile du col de la Loze, mais vraiment la partie difficile, ce sera les 5 derniers kilomètres les 4-5 derniers kilomètres où là il y aura quand même des changements de pente avec des pentes à près de 12-13%. Donc dans tous les cas, c'est une étape qui va faire très 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 mal aux jambes. Faudrait être très très costaud pour la gagner. Moi je peux te donner mon prono avant que tu parles de cette étape. Je vois Félix Gall remporter cette étape et non Tadej Pogacar. Il m'a l'air très très en canne, le Félix. C'est vraiment une étape sur laquelle je pense que ça va l'échapper, va partir loin. Je vois bien les AG2R en force avec des Armirail, des Scottson, des Paré-Peintre, etc. Comme il l'avait gagné finalement c'était une étape assez similaire avec beaucoup de cols qu'il avait gagné il y a 2 ans, et même un Vingegaard qui était au top, bah, il avait pas su revenir. Ça va être difficile enfin voilà, je trouve que l'étape est tellement dure que même les UAE, sans un Joe Almeida pour accélérer, même si Narvaez, il peut être très fort, etc. On a bien vu que là, ils n'arrivaient pas à revenir sur une échappée sur l'étape de Super Bannière, parce que des Sivakov, des Marc Solaire, ça reste bon pour contrôler un peloton de 30-40 unités, mais face à des purs grimpeurs, ça perd du temps. Voilà, moi j'ai quand même l'impression que même si elle est très impressionnante, l'équipe UAE sur une étape de pure montagne aura du mal à contrôler la course. Donc tu vois, je vois bien voilà, un Félix Gall qui part dès la Madeleine et qui résiste et qui va d'ailleurs chercher sa 4e place au classement général. Donc c'est mon... Après, il va peut-être exploser complètement dans le Mont Ventoux et là, voilà. Mais à date, c'est un peu le scénario que je vois sur cette étape. Et puis une bagarre Pogacar-Vingegaard dans le dernier col. Mais je vois pas Jonas Vingegaard renverser Tadej Pogacar sur cette étape. Est-ce que tu penses pas que les Bora ils roulent? Mais ils ont personne pour rouler. En fait, à part les deux, le reste, c'est que des sprinters dans Ah, l'équipe. Donc, c'est le problème. non, personne va rouler, mais pour moi, justement, aucune équipe. La Visma, ils ont pas, et la Visma, ils vont tenter d'aller jouer l'étape, donc ils auront aussi des gars devant. Donc non, personne n'aura les. Puis ils vont pas rouler sur Félix Gall. Donc pour moi, si les Visma ils roulent, c'est parce que Vingegaard il veut tenter un truc dans la Madeleine, mais ça, j'ai quand même maintenant du mal à y croire, sauf s'il prend l'ascendant sur Pogacar au Ventoux, mais ça me paraît aussi improbable. Donc non, aucune équipe pour moi. S'il y a vraiment des purs grimpeurs comme Félix Gall ou même comme ouais, des Johansen, des Oscar Only qui partent à l'avant, je vois pas vraiment, Mais je sais franchement, pas, les tu vois. équipes de favoris arriver à reprendre assez de terrain. Et puis même, on a bien vu que dans un très grand jour, en fait, cette année, il y a quand même aussi beaucoup d'excellents grimpeurs qui jouent pas le classement général. Je pense à des Arensman, des Lenny Martinez, des Simon Yates, etc. Et qui sont plus forts individuellement que les équipiers de UAE. Donc, c'est ma théorie. Je pense que voilà, une échappée de purs grimpeurs va pouvoir aller au bout. Et à ce jeu-là, je vois bien un excellent Félix Gall sur cette dernière semaine pour faire plaisir à notre copain Matt. Non, mais ça se tient tout à fait, mais moi je pense quand même qu'il y a des Vlasov, des Moscon, des mecs comme ça Oh, qui vont vouloir rouler pour défendre une pièce au général, oh, et ils vont perdre du temps. peut-être pareil au niveau de la pique-nique, hein. Peut-être que Oscar Onley, il a peut-être pas envie de se faire reprendre par Félix Gall, à voir comment se passe l'étape du Vous. Mais tu vois, peut-être qu'un Barguil, Lund Anderson, Frank Van Non, Den Broek, des mecs mais comme là, tu me ça, ils donnes des vont. mecs qui font perdre du Ah, terrain sur. Si Bruno Armira il enclenche avec un Scottson qu'on a vu encore dans un groupe de 10 coureurs et puis un Aurélien Paré-Peintre. Ouais, bah écoute, c'est mon scénario AG2. Enfin, pourtant, c'est pas l'équipe dont je suis la plus fan ou tout, mais je les vois bien. C'est mon intuition.
Et non, franchement, Vlasov, bon, sa meilleure journée de l'année, c'est aujourd'hui dans une échappée. Donc, bon, il me fait pas très C'est peur. Non, vrai. franchement, la Red Bull, c'est très faible en termes de grimpeurs sur ce tour. C'est vrai que et c'est vrai que si on enlève UAE et Visma, je me demande si parmi les leaders, c'est pas Félix Gall qui a la meilleure équipe autour de lui dans la Ah montagne. bah ouais, mais t'as vu Callum Scottson, ils étaient 10 hein, dans le groupe et Bah il oui, était bah encore les là. Caleb Hein. Wisconsin, des parépins, des mecs comme ça. Armirail, sur une grande Non, journée, il peut faire très Armira très est mal. très Hein. bon. Donc non, non, très très intéressant cette équipe. Toi c'est quoi le scénario que tu vois sur cette étape? Alors déjà, il y aura Van Aert dans l'échappée. Parce que ça, on la connaît. Hein. Ça c'est bon. Les Visma sur ce genre d'étape, c'est signé. Alors peut-être qu'il y aura d'autres coureurs Bon, avec. Wout, il va Peut-être que exploser dans comme, le peut-être glandon, que, non? Ah, il passe pas un oui, col mais peut-être. là, depuis le Alors, début du tour. j'ai pas dit que c'était forcément le seul Visma dans l'échappée. Qui tient, attends. Ah, Il y aura Van Aert pour l'échappée, pour la première partie. Parce que je pense que moi, il y en a un dont l'interview est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. En tout cas, moi, je l'ai bien écouté. Il y a un certain Matteo Jorgensen qui a bien dit en interview, vu comment se déroulait le scénario de la course, qui a bien dit en interview hier, donc dans l'étape de Super Bannière, qui a dit: je vais me relever pour essayer de perdre un maximum de temps afin que les UAE et Pogacar en personne ne roulent plus sur moi. Donc, Jorgensen a bien perdu bien du temps, il est bien à une demi-heure au général et tout. Je vois bien Van Aert lancer Jorgensen, donc faire tout le pied du glandon, machin, etc. Parce que comme tu as dit, le glandon et la Madeleine, ça s'enchaîne. Et je vois bien Jorgensen, alors, soit jouer sa carte personnelle, comme ils peuvent le faire à la Visma, à la Simon Yates, à la Van Aert ou comme ça. Soit, si Vingard se sent particulièrement bien ce jour-là, Vingard attaque dans la Madeleine et Jorgensen peut lui faire la descente. Alors après, il faudra encore décrocher Poggi, ce qui est un autre problème. Mais moi, je vois Jorgensen abordage ce jour-là parce que c'est une étape qui est taillée pour lui. Il y a des cols roulants où il faut garder son rythme, où il faut mettre de la puissance, où il y a pas mal de vallées entre deux. Donc c'est vraiment pour les rouleurs grimpeurs. Il y a, sur ce profil de cette étape que vous voyez, il y a plus de 66 km de montée, juste avec les cols. Hein. Je ne parle pas des faux plats et des approches de col, mais juste sur les cols, il y a plus de 66 km d'ascension. C'est complètement débile comme scénario. Après, malheureusement, dans ces cols des Alpes, que j'aime beaucoup, hein, moi-même, je suis un alpin, puisque j'habite dans les Alpes, euh, le problème de ces cols des Alpes, c'est que c'est pas des étapes pour les courses de mouvement, c'est compliqué parce que c'est pas des étapes comme dans le Massif central ou certains massifs ou certaines étapes des Pyrénées par exemple où t'enchaînes tout le temps des petites montées, des montées forcément plus petites, hein, avec moins d'altitude, mais avec du pourcentage des relents, c'était tout le temps en prise. Là, malheureusement, il y a quand même plus de 15 km de vallée entre le pied de la descente de la Madeleine, le bas de la descente de la Madeleine et le pied de Courchevel, Côte de la Loze. Donc, ces 15 km, ils sont quand même très compliqués pour une course de mouvement de loin. Donc, effectivement, je suis assez d'accord, ça peut être compliqué pour une course, enfin, ça peut se résumer une course de côte entre, entre Vingard et Pogacar. Après, moi, je pense vraiment que sur cette étape-là, mon scénario, alors après, je sais pas au niveau du résultat final, mais je pense vraiment que les Visma vont envoyer un maximum de mecs à l'avant et que Jorgensen sera à l'abordage. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'ils vont arriver à faire quelque chose? Je ne sais pas. Mais je pense vraiment que Matteo Jorgensen sera à l'avantage et que si les UAE laissent partir suffisamment et que c'est bon, ils ont plié le tour au Ventoux, enfin définitivement, il y a plus de 5 minutes d'avance et tout, ils vont peut-être laisser partir Jorgensen, ils disent on s'en fiche. Ils vont vouloir laisser un maximum d'espace avec ça et que c'est possible que Jorgensen soit du coup dans la montée finale le plus fort dans l'échappée s'il n'y a pas s'il y a pas le scénaristicien avec un mec comme Félix Gall et compagnie, parce que je pense quand même que d'autres équipes, peut-être pas UAE, mais d'autres équipes vont quand même vouloir rouler notamment cette partie de plaine pour revenir un maximum sur Félix Gall. Après, moi j'aime bien ton scénario parce que ça voudrait dire il va se passer plein de trucs dans cette étape et que, ouais, pourquoi pas le scénario de Félix Gall, ça ferait plaisir. Dernier point sur cette étape avant qu'on termine, Titien. Moi, j'ai entendu un certain Slovène, tu sais, je ne sais pas si tu connais un Slovène qui gagne beaucoup d'étapes en ce moment, qui a assez la cote. Oui, oui, ça va, j'en ai Euh, entendu parler.
Ouais, il y a un certain Slovène depuis le début du tour, et même si j'extrapole un petit peu, depuis que le parcours a été annoncé l'automne passé par ASO et compagnie, Morisport, il y a un certain Slovène qui a beaucoup de fois à la bouche le mot col de la Loze, col de la Loze, col de la Loze. Je pense qu'il s'en souvient très bien. Faut pas oublier que le Tour 2020, c'est un des seuls moments où il se fait décrocher. Bon, il perd 15 secondes, hein, mais il se fait décrocher par Roglic dans le col de la Loze, dans ce fameux Tour de France 2020 qui gagne dans le contre-la-montre juste après. Et évidemment, l'épisode de 2023 où la Visma lui fait la peau toute la journée, il est complètement vide, il nous fait une Remco Evenepoel et il perd 7 minutes. Je pense que Pogacar, suivant le scénario de la course, suivant ses jambes, suivant l'enchaînement d'école, parce qu'il y a quand même beaucoup d'efforts, il dit à 60 km de montée, on est systématiquement en dessus de 2000 mètres ou pas loin avec le col du Glandon, 1924 mètres. Je pense qu'il y a un Tadej, s'il a les jambes, il a quand même envie de dire, bon, le col de la Loze, c'est des mauvais souvenirs, si je peux le transformer en un moins mauvais souvenir, voilà, ça fait partie pour moi des 2 étapes avec le Ventoux sur cette 3e semaine qu'a coché Tadej Pogacar. Je pense absolument pas qu'il a coché les autres. À voir pour Paris, ça c'est vraiment le côté cerise sur le gâteau. Mais le col de la Loze ou le Ventoux, je pense que tout le peloton, si moi je le sais, je pense que tout le peloton le sait que le Slovène l'a coché et que ses coéquipiers savent qu'ils vont devoir être particulièrement en forme ce jour-là. Tous les Sivakov, les Solaire et les Adamier, ces mecs comme ça, parce qu'il va y avoir du boulot et que le reste, ça va être si tout se passe bien pour eux, ils savent que les 3 derniers jours de tour vont plutôt être relativement tranquilles pour eux. Donc voilà. Poggi pour moi, si on me demande mon pronostic, Poggi pour moi au col de la Loze. Parce que on connaît la bestiole et on connaît le caractère, on va dire, de la bestiole. Très bien, et bah écoute, je pense qu'on a bien fait le tour pendant cette émission. Encore une fois, comme Nico vous l'a dit en début d'émission, déjà si vous nous écoutez, n'hésitez pas à liker cette vidéo, également à la commenter. Voilà, dites-nous, l'important c'est qu'on partage tout ça ensemble, donc dites-nous ce que vous en pensez sur ce Tour de France, sur les Français, sur Martinez, est-ce qu'on va gagner une victoire d'étape, etc. Et puis comment va se finir ce classement général. Et puis si vous nous découvrez, bah, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Notre objectif des 4000 abonnés avant la fin du Tour, il est encore atteignable, on s'en rapproche, donc voilà, on va peut-être le tenir. On vous remercie en tout cas de votre soutien, ça nous fait super plaisir. Nico, je te remercie encore une fois pour cette belle émission. Et merci à toi, Titien. On tient le rythme. Encore une semaine de Tour de France. C'est l'avantage d'avoir une bonne équipe, hein, un peu comme sur le Tour de France. Des fois, il y a des abandons, il y a des blessés, il y a des absents. Mais on arrive toujours à avoir 1 ou 2 gars dans l'échappée, Titien, même comme aujourd'hui. C'était pour nous aujourd'hui. Donc j'ai accompagné le leader, hein. Vous avez vu, j'ai accompagné le leader aujourd'hui dans l'émission, mais je suis sûr qu'il y en aura d'autres, hein. Il y a du Adri, il y a du Poppy, il y a des petits nouveaux qui nous rejoignent, il y a du Théo. Donc on vous remercie de nous écouter et puis je vous souhaite une excellente dernière semaine de Tour de France en espérant qu'il se passe plein de belles choses. Et pourquoi pas, ce sera mon dernier mot, pourquoi pas victoire française dans cette dernière semaine. Il reste 6 étapes. C'est ce qu'on espère en tout cas, effectivement. Merci à tous et puis normalement on se retrouvera, il me semble, jeudi. Merci, passez une bonne soirée et puis surtout n'hésitez pas à vous alimenter, c'est toujours important parce que la fringale guette. Allez, ciao ciao. Ciao.